Eh ben, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être déplacés. Merci de venir finir votre journée avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Quelques petits trucs avant qu'on commence. Donc la première chose, c'est prenez des notes si ça vous aide à vous rappeler des choses, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'intégralité des slides que je vais vous montrer à l'issue de la conférence. La deuxième chose, c'est que ce que je vais vous raconter, ça a beaucoup de valeur pour moi et j'ai mis beaucoup de temps à le préparer parce que c'est une histoire vraie. Donc tout ce que je vais vous raconter là, en fait, c'est vrai. C'est pas dans les bouquins, c'est des vraies histoires qui me sont arrivées à moi personnellement. La troisième chose qui est très importante, c'est moi je suis pas un expert. J'ai pas de formation de coach, c'est pas mon métier d'aider les gens à s'orienter ou à savoir ce qu'il faut faire dans la vie. Donc là-dessus, moi je suis juste venu vous raconter des histoires personnelles et vous prodiguer des conseils que moi j'utilise dans ma vie. Voilà, j'espère qu'ils vous seront utiles, j'espère que vous allez vous en servir, mais voilà, ça ne remplacera jamais une orientation, ça ne remplacera jamais un parcours plus dense. Oui, il n'y a rien à vendre à la fin. Voilà, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de programme, etc., etc. Voilà, je ne suis pas venu vous vendre quelque chose, je suis venu vraiment vous raconter une histoire. C'est tout ce que je suis venu faire ici aujourd'hui. Et puis la dernière chose, c'est je ne vous connais pas. Il y a plein de choses, il y a plein d'interrogations que vous avez qui sont complètement légitimes. Merci énormément aux personnes qui ont répondu au questionnaire. Ça m'a énormément aidé, vous n'avez pas idée, à orienter tout ce que je vais vous dire. Dans ce questionnaire, vous m'avez posé plein de questions absolument passionnantes auxquelles je n'ai pas du tout la réponse. Donc je ne vais pas en parler ce soir. Vous m'avez posé des questions, mais des questions qui méritent d'être posées sur le genre au travail, l'égalité homme-femme professionnelle, la balance entre vie personnelle, vie pro. Il y a beaucoup de sujets. Je ne vais pas parler de tout ça ce soir parce que moi déjà je ne suis pas légitime pour le faire. Mais je voulais vous dire, je vous ai lu, j'ai pris les choses et vous m'avez énormément aidé, donc merci à vous. Merci aussi donc, forcément à l'Association des anciens, à l'UMNI, au staff administratif, à toutes les personnes qui me font confiance ici et qui me font intervenir régulièrement parce que j'aime bien être ici, j'aime bien revenir ici, j'aime bien être avec vous, j'aime bien voir comment ça change. Et voilà, merci de me donner cette opportunité aujourd'hui et j'espère que ça va vous servir, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas à prendre quand même de quoi noter parce qu'il y aura quelques questions qui vont ponctuer régulièrement parfois certaines slides. On va prendre un peu de temps de réflexion, 30 secondes, 1 minute. Donc si vous avez des idées qui vous viennent, notez. Ou alors prenez un smartphone, prenez un truc pour prendre des notes, voilà quoi. Mais préparez-vous à prendre 2-3 petites notes de temps en temps. Pas de ce que je vais dire, mais de vos réflexions pour vous-même, de ce qui vous viendra pendant qu'on va faire ça ensemble. Vous êtes prêts? Plus fort? Vous êtes prêts? Alors on y va. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette conférence aujourd'hui? Ça, c'est la question d'introduction de la conférence. C'est la question par laquelle j'ai voulu commencer parce qu'il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Je suis arrivé à la conclusion que je suis devant vous en train de faire cette conférence aujourd'hui parce que j'ai fait rigoureusement n'importe quoi. Alors ça, c'est moi, à 18 ans, vous avez le droit de rire, rigolez fort, ça vous arrivera aussi. Et ça, c'est moi, à 33 ans, il y a 15 ans d'écart entre les deux photos. Ces 15 ans, il s'est passé plein de choses que je n'avais pas prévues et que je n'étais pas du tout en état de prévoir. Parce que quand j'avais 18 ans, j'étais un garçon qui était très angoissé. Moi, j'étais en terminale S, ça se passait pas bien du tout. Et je me posais plein de questions sur mon avenir et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire plus tard? J'avais aucune idée. Les examens me stressaient au plus haut point. Cette année-là, j'ai eu mon bac au rattrapage. Vous parlez à quelqu'un qui a un bac S avec aucune moyenne dans aucune matière scientifique. C'est presque un exploit arithmétique. Cette année-là, j'ai passé 5 fois mon permis de conduire. Et je l'ai eu la 5e fois, et je suis tombé sur l'examinatrice de la 2e fois, qui m'a fait « Encore vous ?» et tout, et moi j'étais là « Non !» Mais je l'ai eu quand même, j'ai eu de la chance, elle a été gentille. Et en fait, cette année-là, je savais rigoureusement pas quoi faire, et j'ai pris un peu la solution de facilité. Je me suis dit « Prenons un cursus généraliste dans un environnement que je connais déjà, puisque je sais pas bien ce que je vais faire de ma vie. » Et je suis parti en prépa, école de commerce. Et la prépa qui était en plus dans mon lycée, où j'avais passé mon bac, donc grosso modo, j'allais au même endroit où j'avais fait ma scolarité, dans les mêmes salles de classe, il y avait des gens que je connaissais déjà, c'était assez sécurisant. Et là, vous vous dites, c'est comme ça qu'il est arrivé parmi nous. Il a fait prépa, etc., il a passé les concours, pas du tout. Parce qu'en fait, au bout de 4-5 mois, je me suis dit, mais en fait, la prépa, c'est bien, mais ça prépare à quel genre de métier? C'est pour faire quoi plus tard? Et j'ai commencé à douter, du coup, j'ai quitté ma prépa en cours d'année, et j'ai vraiment fini l'année en faisant rien du tout. Ce qui n'était pas très chouette. Et à ce moment-là, du coup, j'ai fait quelques tests d'orientation et la personne qui m'a reçu m'a dit toi, tu as une appétence pour la communication, tu aimes bien l'oral, tu aimes bien la créativité appliquée à des trucs, etc. Va essayer un peu la communication, on ne sait jamais si ça va te plaire. Et j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'ai intégré un BTS qui est ensuite devenu une licence.
et où j'ai appris voilà, la communication des entreprises, donc la publicité, la communication interne, enfin voilà, le marketing, ce genre de choses. Et puis, j'ai eu 22 ans. On était en 2007. Et donc, en plus des cours, là, j'arrivais au bout de ma licence, et il y avait un problème voilà, aux allures familières qui revenaient, où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, dis donc. Et puis, en fait, j'ai pas du tout réfléchi à ça. À la place, je suis parti dans un gros festival de musique en Hongrie. On a bien fait la fête. Et dans ce festival, j'ai rencontré une super fille qui s'appelle Eva, qui est toujours une fille super. Et Eva, voilà, on était super amoureux, ça allait super bien, et elle habitait à Rennes. Du coup, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ouais, dis donc, je sais pas où va ma vie professionnelle, mais ma vie se rapproche bien de Rennes et tout, ça me plairait bien. Pouf, là-dessus, je tombe sur les concours passerelles, je passe les examens, je passe plusieurs écoles, dont Rennes. J'ai Rennes, je suis très content, j'arrive à Rennes, c'est merveilleux, et là vous allez dire, c'est super, quelle belle histoire d'amour à la Disney. Bien sûr, on a rompu l'été avant que je rejoigne l'école, voilà, hein. Mais j'avais quand même l'école, et j'avais un appartement et je m'étais déplacé, alors je me suis dit, bon, quitte à avoir choisi une école, autant y rester, on verra ce qu'on peut faire. Pouf, 3 ans passent, j'ai 25 ans, je suis en PGE3, j'ai fait mon cursus, et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai mon école, qu'est-ce que je suis censé faire? Et là, il y a une fille de ma promo, voilà, qui je voudrais remercier aujourd'hui, qui s'appelle Magali Leclerc. Je vais à un barbecue pour son anniversaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Et elle me dit, ouais, Rémi et tout, moi je suis en stage au RH d'une grosse boîte. Ils ont un programme pour les jeunes diplômés. C'est pas forcément le métier que tu as envie de faire plus tard dans la vie, mais ça va te former, ça peut t'apprendre plein de trucs. Et voilà, c'est une boîte que tu connais un peu, voilà, c'est une grosse boîte qui vend du logiciel. Et moi je me dis, ouais, carrément, je vais y aller, tiens. Et j'y vais, je passe les tests un peu à l'arrache, et curieusement, je l'ai. Donc voilà, je suis embauché, c'est mon premier job. Voilà, j'en reviens pas, mes parents n'en reviennent pas, la paye super bien, etc. Le job, clairement, un truc administratif, gestion, pas forcément super intéressant, mais il y a de la formation, il y a du coaching, il y a des exercices. Je me dis, c'est bien, pour un premier job, franchement, c'est bien. Et puis, je me dis, je vais pouvoir gravir les échelons dans cette société, peut-être que j'y serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ferai un nouveau job dedans, etc. Je ne sais pas encore. Et bien sûr, donc voilà, je suis dans un programme, alors je commence à perdre mes cheveux, je suis dans un programme avec plein d'autres jeunes et tout, ils nous baladent dans le monde entier, ils nous font des sessions de coaching, de formation. Et pouf, un jour, en fait, il y a quelqu'un chez Microsoft qui arrive en disant le contrôle de gestion, en fait, il a regardé ton département et il a décidé qu'en fait, c'était plus un département pour nous. Donc on va s'en séparer. Donc en fait, ton travail n'existe plus. Donc vous vous levez un matin, vous allez bosser, et puis on vous montre un nouvel organigramme. Puis alors vous êtes naïf au début, vous cherchez, vous dites je suis où? Puis alors les gens vous regardent gênés. Et puis à ce coup, ils vous expliquent qu'en fait, non, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus dans la nouvelle version de l'organisation. Il va falloir faire quelque chose de vous, mais on ne sait pas encore bien quoi. Donc c'était pas top, ce moment de ma vie, je ne vous le cache pas. Mais j'ai eu de la chance parce que il y a une super consultante qui s'appelle Sophie, que je voudrais remercier aujourd'hui aussi, qui arrive et qui me fait réfléchir. Et c'est la première fois que je réfléchis vraiment sur ce que j'aime. C'est la première fois que je réfléchis vraiment sur ce que j'aime faire. Et en fait, elle me dit, mais toi, Rémi, t'es super frustré, il ne faut pas que tu restes là. Toi, t'aimes bien créer des nouveaux trucs, t'aimes bien changer les choses, tu ne dois pas rester dans des grosses entreprises. C'est pas là, en fait, que t'aimes faire des choses. Il faut que tu ailles apprendre des nouvelles choses dont tu as besoin pour progresser dans ton projet de carrière. Et donc, on commence à réfléchir et on identifie une école de design dans laquelle il y a des masters spécialisés. Et puis, j'y vais. Vous noterez le changement de look. Et ça se passe bien. Et j'aime bien ça, et j'apprends des nouvelles compétences. Et en plus, je trouve que ce n'est pas toutes les compétences que j'ai apprises avant qui n'étaient pas bien. Hein. Les compétences que j'ai apprises avant, elles sont très bien, mais elles viennent très bien se compléter avec les nouvelles. Je vois le monde, je vois les métiers différemment. Puis je sors de cette école et je rencontre un mec qui s'appelle Mathias Abramovic. Et puis ensemble, on monte une structure. Et maintenant, ça fait 4 ans que on a une entreprise de conseil et qu'on aide des grands groupes, des startups, des incubateurs, dans des démarches d'innovation pour concevoir des produits ou des services technologiques. Vous prenez une DeLorean, vous remontez 15 ans en arrière, et vous allez voir ce mec-là. Et vous lui dites, dans 15 ans, tu vas créer une entreprise, tu auras 2 associés, tu vas bosser avec des grands comptes en tant qu'indépendant, il n'y aura personne qui te dira ce que tu dois faire, et tu vas devoir inventer ton boulot et le gérer tout seul. Lui, il dit, mais t'es malade, ça n'arrivera jamais. Et bien sûr, il a raison, parce que c'est arrivé en 15 ans, c'est pas arrivé en une nuit, c'est arrivé graduellement. En substance, je suis ici aujourd'hui parce que rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est ça que je suis venu vous dire. Bien sûr, j'ai bossé, bien sûr, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix à certains moments qui m'ont emmené à certains endroits. Mais je dois admettre, et ça me paraît être une évidence, mais on l'oublie trop souvent, que ce qui a façonné mon parcours professionnel, c'est autant le travail et les décisions que j'ai prises, que les rencontres que j'ai faites, que les opportunités que j'ai prises, et surtout, de plein d'erreurs que j'ai faites. Mais j'aime pas erreur. Erreur, c'est stigmatisant. Donc je vous propose en fait de remplacer erreur par expérimentation.
j'ai essayé des trucs. Il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Quand il y avait des trucs qui me plaisaient pas, je changeais et j'essayais autre chose. Et à force d'essais, je suis arrivé dans un endroit où aujourd'hui j'aime bien ce que je fais et j'aime bien la manière dont je le fais. Pour celles et ceux qui veulent dormir, il faut juste écouter les 3 prochaines minutes. Le reste n'est que la déclinaison des 3 prochaines slides. Aujourd'hui, je suis venu vous dire quelque chose que vous savez déjà mais qui vous contrarie. Je suis venu vous dire qu'en fait, la vie, ce n'est pas un système mécanique super bien organisé où il y a des points de passage et des trucs qu'il faut faire, du coup tu as des points, du coup tu passes au niveau d'après, du coup tu prends la prochaine échelle, du coup tu passes au niveau d'après. En fait, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, heureusement, parce que sinon on s'embêterait un peu. En fait, s'il y avait un mode d'emploi et si on savait par avance tous les coups qu'on devait jouer pour arriver là où on veut aller, bah, ça ne serait pas très intéressant. La vie, elle ne peut pas être comme ça pour une raison toute simple. Votre vie, c'est la vôtre. C'est vous qui la vivez. Et personne comme vous n'a jamais existé dans le monde aujourd'hui. Vous êtes né, vous êtes dans un environnement, vous avez eu un bagage, vous avez la culture, vous avez des choses que vous expérimentez, vous avez votre individualité, votre singularité, et personne d'autre ne l'a. Et personne d'autre n'a jamais vécu comme vous à ce moment très précis de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, votre vie, elle ne peut être qu'unique. Et il ne peut pas y avoir de mode d'emploi parce que personne n'a jamais vécu à votre place. On a ce fantasme, nourri, je pense, personnellement, par l'éducation, que la vie, ça serait une sorte de grand escalier. Et on se dit, la vie, c'est un truc, voilà, alors là, on commence, voilà, là, on est en maternelle sup, on rentre au CP, ça se passe bien, on rentre au CE1, ça se passe bien, on rentre au CE2. Puis on se dit, il y a des règles, il suffit de les comprendre, il suffit de bien comprendre, il suffit de bien jouer, compter les points, et puis on va pouvoir passer de marche en marche comme ça, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et en fait, je suis venu vous dire que malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment vous choisissez de le regarder, cet escalier, il n'existe pas. Et en fait, c'est une très bonne chose. Parce que la vie, c'est pas vraiment un truc comme un escalier, la vie, c'est plutôt un truc comme un arbre. Quand vous regardez un arbre, personne ne peut savoir, en le regardant depuis le départ, la forme qu'il va prendre plus tard. Quand vous regardez un bébé arbre, il n'a pas en lui, génétiquement, toutes les caractéristiques qu'il aura une fois qu'il sera adulte. Pourquoi ? Parce que ça nous paraît évident, l'arbre, il se construit en réaction à son environnement. Donc si vous mettez un arbre dans un endroit qui souffle énormément, qu'est-ce qui se passe ? Les branches, elles poussent d'un certain côté et à la fin, vous vous retrouvez avec un arbre adulte qui a plusieurs décennies, parfois plusieurs siècles, et qui a une forme très particulière que personne n'aurait pu prévoir qu'il aurait au départ. C'est l'environnement dans lequel il a évolué et qu'il a construit comme ça. Il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup à propos des arbres, c'est qu'en fait, ils ont une croissance très visible que tout le monde voit, et ils ont une croissance à laquelle on oublie souvent de penser parce qu'on ne la voit pas. Et en fait, un arbre, ce n'est pas un truc qui attend d'être prêt toute sa vie pour pouvoir pousser. Un arbre, dans son schéma, il n'y a pas « j'ai besoin de plein de racines et quand je serai prêt, je vais commencer à pousser ». Un arbre, c'est un truc qui pousse, du coup, les racines descendent. Comme les racines descendent, il a plus d'éléments, du coup, il peut pousser plus, du coup, les racines descendent. Et donc, en fait, c'est un procédé cyclique qui dure comme ça toute son existence. Et qui, je trouve, est assez similaire à la vie, d'une façon générale. Vous essayez des trucs, vous apprenez des choses, vous prenez des nouvelles décisions, vous essayez des nouveaux trucs, vous apprenez des nouvelles choses, et ça tourne comme ça. Et ça ne va pas s'arrêter, hein, ça continuera jusqu'au bout. Du moins, je vous le souhaite. Et là, normalement, et vu vos têtes, je pense que c'est bon, vous allez me dire, je ne suis pas d'accord. Il me fait flipper. Le mec en costard, là, voilà, le bobo arboricole, là, il est gentil, hein, c'est du mindfulness, tout ça, machin, machin. J'aime pas cette idée. Pourquoi j'aime pas cette idée ? Parce que même si je le sais intuitivement, ça, c'est vachement rassurant quand même. Tout bien faire bien conforme, bien passer les bons examens, bien avoir les bonnes notes, bien rentrer dans la bonne entreprise pour la bonne carrière, pour avoir le truc ultime, le bonheur, la raison d'être, le truc qu'on est venu chercher. C'est quand même vachement plus séduisant. Alors il est mignon, lui, à me dire que c'est pas écrit d'avance et que je vais devoir le faire en avançant, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà. Mais alors du coup, comment il va m'expliquer comment choisir ce que je vais faire de ma vie, en fait ? Parce que si c'est à vous, en expérimentant et en avançant, de construire ce que vous voulez construire, du coup, s'il n'y a pas de mode d'action, s'il n'y a pas d'examen de la vie, s'il n'y a pas de mode d'emploi, il faut bien trouver un moyen de choisir ce qu'on va faire. Et c'est une excellente question. On va la reformuler. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir épanoui dans la vie ? De beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques réponses qui me sont chères parce que je pense qu'elles sont vraies pour la plupart, voire la totalité d'entre nous. Nous sommes toutes et tous dans une école de commerce, donc vous allez pouvoir répondre avec moi de quoi on a le plus besoin pour être heureux fondamentalement dans la vie. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Non, on a besoin de ça, c'est évident. Si on ne l'a pas, c'est un problème, mais ce n'est pas ce dont on a le plus besoin pour se sentir heureux et épanoui. En fait, ce qui est intéressant,
c'est que les sciences sociales, elles savent des choses sur le bonheur et ce dont les gens ont besoin depuis des années. Et en fait, curieusement, c'est toujours pas appliqué en entreprise, alors que c'est pas un scoop, hein, ça fait 50, 60 ans, vous allez voir qu'on sait des trucs, et qu'on les utilise pas. Le premier truc qu'on sait, par exemple, donc c'est Herzberg, ça c'était en 1959, hein, vous imaginez le truc, ça a fêté son 60e anniversaire bientôt. Il arrive et en fait il dit, mais qu'est-ce qui motive les gens quand ils bossent? Et il dit, hey, on a tout faux. En fait, on s'est trompé, on s'est mal posé la question. Parce que nous, on imagine qu'il n'y a qu'une seule forme de motivation, qu'une seule façon d'aimer ce qu'on fait au travail. Et en fait, il dit non, il y a deux trucs. Il y a ce qu'il appelle les facteurs hygiéniques et les facteurs motivationnels. Les facteurs hygiéniques, c'est quoi? C'est très important, hein, il faut qu'ils soient respectés. C'est ce dont vous avez besoin pour ne pas détester votre travail. Pas l'aimer, hein, ne pas le détester. Qu'est-ce que c'est les facteurs hygiéniques? C'est que votre travail soit à une durée raisonnable de votre maison pour ne pas faire des trajets trop longs. C'est que vous soyez quand même payé décemment pour pouvoir vivre. C'est que vous ayez un job et un statut voilà, qui parle un peu. C'est que vous exerciez votre travail dans des bonnes conditions avec des collègues qui ne sont pas méchants. C'est la base. C'est un bon contexte pour bosser. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, ce qui fait que les gens aiment leur travail, il dit que ça n'a rien à voir avec les facteurs hygiéniques. Pour info, il range l'argent dans les facteurs hygiéniques. Il dit ce qui fait que les gens aiment leur travail, c'est que ce soit un travail qui les challenge, dans lequel ils font des choses qu'ils ne savent pas encore faire, mais qu'ils vont apprendre à faire, qu'il y ait de la reconnaissance, non pas pour leur statut ou leur salaire, mais pour la qualité du travail accompli, qu'ils aient des responsabilités et qu'ils aient un sentiment de progrès personnel et d'évolution dans leur travail. Donc en fait, il dit c'est très drôle parce qu'on a des gens, les pauvres, ils ont des travaux où il y a facteur hygiénique moins, facteur motivationnel moins, donc eux, ils sont mal lotis. On a des gens, il y en a tant mieux, qui ont les deux, hygiénique, motivationnel, et puis en fait, on a deux manières de pouvoir être malheureux au travail. On a des gens qui ont des bons facteurs hygiéniques, mais motivationnellement, ça ne va pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des boulots tout à fait stables, où ils ne se posent pas trop de questions, où ils gagnent suffisamment d'argent et qui arrivent à s'insérer correctement dans leur vie, mais des boulots dans lesquels ils ne se sentent pas progresser et vivre quand ils le font. Et à l'inverse, de façon très surprenante, on a aussi des gens, alors eux, ils ont des facteurs hygiéniques atroces, donc ils ont des gros temps de trajet, ils ne gagnent pas assez d'argent, etc. Ce n'est pas reconnu ce qu'ils font, mais ils sont super motivés. Souvent, on les trouve dans les ONG, par exemple. Donc c'est des gens qui font un super boulot, etc. Ils s'engagent pour une cause à laquelle ils croient passionnément. Ils ne sont pas forcément bien payés, ils ne sont pas forcément bien considérés, la vie n'est pas toujours facile avec eux, mais ça peut ne pas les empêcher du tout d'aimer leur job. Il y a une deuxième théorie qui est très intéressante dans le bonheur humain qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Donc c'est deux chercheurs, à partir des années 70, qui commencent à bosser dessus. Il y a eu des rééditions dans les années 2000. Et qui en fait arrivent à la conclusion que pour être motivé, pour se sentir bien dans la vie, et ils ne parlent pas du boulot, hein, ils parlent de tout ce qu'on aime faire dans la vie, grosso modo, les activités dans lesquelles on s'engage. Il y a quelques critères clés qui aident beaucoup à se sentir épanoui et heureux. La maîtrise, l'autonomie, la connexion, la finalité. La maîtrise, c'est le sentiment d'être en train de faire quelque chose que vous aimez et dans lequel vous vous sentez progresser. Vous maîtrisez une compétence, vous aimez ce que vous êtes en train d'accomplir. L'autonomie, c'est quand vous pouvez organiser librement la manière dont vous faites votre activité. Donc en fait, vous n'avez pas de micromanagement, quelqu'un qui vient appuyer sur votre écran comme ça avec son doigt gras en disant « fais ça », etc. Vous avez le droit de vous organiser comme vous voulez. La connexion, c'est le fait d'être dans un environnement qui soit socialement stimulant et où il y a des gens compétents que vous respectez autour de vous, qui vous amènent des idées neuves et qui vous aident à avancer dans votre travail. Et la finalité, c'est le fait que quand vous travaillez, vous savez que c'est utile. Parce que quelqu'un d'autre va s'en servir derrière pour réaliser, accomplir quelque chose. Ces quatre facteurs, apparemment, ils sont très importants pour se sentir bien dans l'ensemble des activités qu'on entreprend dans la vie, d'une façon générale. Alors là, vous allez me dire, ouais, bon, il est mignon, il est malin, tout ça, il a lu des trucs sur les internets, il a été lire ça dans la recherche académique. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Et c'est là que je vous ai eu. Vous vous rappelez du questionnaire que je vous ai envoyé? Ce que vous attendez de votre travail et ce dont vous pensez avoir besoin, d'accord? Maîtrise, finalité, autonomie, connexion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Ce sont vos réponses. Je les ai classées. Thématiquement, j'ai quelques personnes qui m'ont parlé d'autres facteurs, mais les 4 plus gros facteurs qui ont surgi, sans surprise, c'est ceux-là. Parce que ça vous concerne. Il y a aussi autre chose dont je vais vous parler, c'est l'état de flow. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'état de flow dans la salle? Le flow. The flow. Non? Il y a un mec au nom imprononçable. Alors d'accord, on va essayer ensemble. Csikszentmihalyi, voilà, hein, ok, c'est un hongrois. On va l'appeler Mihaly, c'est quand même plus simple. Dans les années 60, il dit « c'est marrant, il y a des gens, ils font des trucs qui n'ont aucun sens. Par exemple, ils gravissent le Mont Blanc ou l'Everest. Ils sont cons. Il fait froid,
Leurs orteils gèlent, etc. Ils pensent qu'ils vont mourir, ils ont des accidents, ils crèvent de faim. Pourquoi ils font des trucs pareils? Ça n'a aucun sens. Et donc, il les interviewe et il n'est pas content de ce qu'il trouve. Parce que quand tu interviews les gens après qu'ils aient fait l'effort, ils ne te disent pas la vérité. Ils te disent des histoires. Ils disent « oui, je l'ai fait pour ma patrie. Oui, je l'ai fait par sens du devoir. Oui, je l'ai fait invariablement. J'avais cette motivation tenace, etc. » Et c'est pas vrai. Bien sûr, ça, c'est des histoires qui se racontent après coup. Donc, il a monté un protocole expérimental super drôle. Alors, il a utilisé des pagers. Alors, vous ne savez pas ce que c'est normal. Le pager, c'était un truc que tu l'avais à ta ceinture dans les années 70-80, t'appelais depuis une cabine et ça sonnait. Et la personne savait que quelqu'un l'appelait et voulait la rappeler, il y avait un numéro qui apparaissait. Et en fait, il a commencé à pager ses étudiants. Et les étudiants, ils avaient une consigne hyper simple. Quand le pager sonnait, ils devaient prendre un petit carnet et noter la tâche qu'ils étaient en train de faire et comment ils se sentaient en train de faire cette tâche. Et en fait, en recoupant énormément de déclarations d'activité et de sentiments d'appréciation, il arrivait à déterminer une sorte d'état de la conscience humaine dans laquelle apparemment on prend énormément de plaisir. Et il appelait ça le flow. Le flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Pour faire court, c'est quand vous êtes en train de kiffer de faire un truc, autant parce que vous aimez ce que vous faites, que vous aimez d'être en train de le faire. Et ça, je suis sûr que ça vous parle tous et toutes. C'est le moment où tu lèves la tête et il est 3h du mat. Et tu ne sais pas pourquoi, c'est passé en 2 minutes. Tu avais dit non, mais je vais juste passer, on peut parler de n'importe quoi. Hein. Tu avais bidouillé le truc, tu avais dit non, mais je vais juste prendre 5-10 minutes, tu relèves la tête et tu ne sais pas pourquoi. Le temps est passé tellement vite, tu as été tellement absorbé, tu as été tellement concentré. Tu es crevé, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue où tu dis waouh, c'était cool, j'ai hâte de m'y remettre. Ça, c'est le flow. Et donc le flow, il s'obtient dans ta vie au moment où tu es en train de mobiliser tes compétences, les trucs que tu aimes maîtriser, face à quelque chose qui est dur à résoudre. Et là, tu es dans le flow. Si jamais on te demande de faire des trucs trop faciles et que tu es trop compétent, tu es relaxé, tu es détendu, tu es cool. Si jamais on te demande de faire des trucs trop compliqués et que tu n'es pas suffisamment doué, là, tu es un peu dans l'excitation, voire l'anxiété, tu n'es pas sûr de réussir. Et puis, il y a des moments où tu te mets dans des tâches, dans des moments très particuliers, et tu es dans le flow. Ce qu'il y a d'ironique avec le flow, ou la zone, ou l'élément, il a plein de noms, c'est qu'il suffit qu'on te dise que tu y es pour que tu en sortes. C'est le moment où tu es dessus, tu es accaparé, mais s'il y a quelqu'un qui t'interrompt, s'il y a quelqu'un qui te dit « là, tu es dans le flow », tu n'es plus dans le flow. Tu viens d'en sortir. Tu arrêtes d'être complètement mobilisé et concentré sur ce que tu es en train de faire. Qui voit de quoi je suis en train de parler? Ok. Du coup, reprenons notre question. Comment choisir ce que je vais faire de ma vie? Voilà la réponse de Mihaly, que moi j'aime beaucoup, et qui, quand je suis tombé dessus, m'a énormément parlé et qui, je pense, a déclenché mon envie de faire cette conférence. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avec le temps, j'espère, il sera clair pour tout le monde qu'exister ne veut pas juste dire survivre en bonne santé, ni devenir un citoyen ayant réussi ou étant respecté parce qu'il a fait tout ce qui est attendu de lui par la société. Vivre signifie être capable d'exprimer son individualité unique, aiguiser ses forces sans leurs limites, tout en faisant pleinement partie de l'environnement humain et en y contribuant. Je trouve que c'est une très belle définition. Je trouve qu'elle englobe énormément de choses qui sont ce qu'on va dérouler là dans les prochaines minutes. Si on accepte cette définition, et si on pense que c'est ça, vivre, alors il faut accepter qu'en fait la vie, ça ne peut pas être un jeu dont les règles sont connues d'avance. Pour une raison toute simple. Si c'est vous que vous devez stimuler, si c'est votre propre motivation que vous devez mettre à l'œuvre, si c'est votre propre contentement que vous devez produire à travers vos actions, il ne peut pas y avoir de règles universelles. Parce que, scoop, ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de vous. En fait, vous êtes une personne singulière, vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez des envies, vous avez des activités qui vous plaisent plus que d'autres. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent vous dire, ça, ce ne sont pas des faiblesses dans le monde professionnel, ce sont des forces. Être vous-même, aimer ce que vous faites et faire de ce que vous aimez votre travail, c'est un atout majeur pour trouver son emploi. Parce que, deuxième scoop, là, bien sûr, ce sont deux personnes différentes. Il ne s'agit pas du tout de la même personne. Non, bien sûr que c'est la même personne. Parce que vous n'arrêtez pas d'être vous-même au travail. Vous ne pouvez pas porter un masque au travail. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être vous-même. J'ai essayé, ça ne marche pas.
Et je suis venu vous le dire pour que vous ne le fassiez pas, pour vous faire gagner du temps. Vous ne pouvez pas essayer d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Quand vous êtes au travail, quand il y a des choses qui sont importantes pour vous, quand vous essayez de faire des choses parce que c'est important, parce que ça a du sens, si vous vous réfrénez, si vous ne le faites pas, ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer, ça va vous rendre malheureux parce que vous allez dire « mais je suis pas moi-même au boulot en fait. Je porte un masque, je porte un costume, je joue à être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas moi. » Ne faites pas ça. Assumez en fait le fait que vous continuez à être vous-même, même en situation professionnelle. Et qu'en fait, être vous-même, c'est un avantage. C'est un avantage énorme. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Un exemple qui vous parlera peut-être. Donc moi, quand j'étais ici, j'étais dans l'association Décibel, voilà, la meilleure des assos, je pense que c'est plié, de toute façon, c'est moi qui ai le micro. Et à Décibel, en fait, il y avait des gens qui étaient avec moi. Donc il y a Pierre Lafitte, aujourd'hui, il fait du pilotage financier dans un grand groupe de conseil. Il y avait Anne Polos, aujourd'hui, elle est responsable d'exploitation dans une PME. Il y avait Christophe Miller, aujourd'hui, il fait du recrutement d'étudiants à Mexico. Et Loïc Vigne, aujourd'hui, il est chasseur de tête, donc recruteur sur des profils spécialisés dans un cabinet. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, Rémi, merci d'avoir ramené le bureau de Décibel. Okay. Maintenant, j'aimerais vous présenter, donc on va faire un petit bond dans le temps, on va revenir un peu en arrière. Donc voilà, je vous présente le trésorier de l'asso. En vrai, en fait, même le seul mec qui voulait s'occuper de l'administratif et des comptes, et ça nous arrangeait bien, hein. Anne Polos, la coordinatrice de projet, toujours à l'heure, toujours carrée, toujours parfaite dans l'exécution, qui a fini par majorer la promo P17. Christophe Miller, le leader, toujours la pêche, toujours le sourire, toujours prêt à driver l'équipe vers le succès. Loïc Vigne, le recruteur, littéralement le mec qui m'a fait passer mon entretien d'AST2 pour être recruté dans l'asso en fait. Je suis venu vous dire que ces gens-là faisaient déjà leur travail quand ils étaient étudiants. Ils ne le savaient juste pas encore. Ces gens-là se tournaient déjà vers les activités et les tâches qu'ils préfèrent et ils expérimentaient déjà des situations où ils étaient en train de faire ce qu'ils aiment, non pas parce que quelqu'un leur avait demandé, mais parce qu'ils aimaient faire ça et qu'en fait, heureusement pour eux, ils se sont engagés dans des voies dans lesquelles, en fait, ils font ça maintenant, mais en étant payés, c'est tout. Mais ils n'ont pas attendu de rentrer sur le marché de l'emploi pour être eux-mêmes. Ils étaient déjà eux-mêmes, ils faisaient déjà ce qui leur plaisait, et maintenant, ils en ont fait leur métier, ce qui est une chance. Et je vous souhaite de faire la même chose. Et là, vous allez me dire, donc du coup, il est bien mignon, mais s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de mode d'emploi, s'il n'y a pas de système organisé, comment on fait pour trouver le job qu'il nous faut? Et moi, je pense que c'est une mauvaise question. Parce que je ne pense pas que vous puissiez trouver un job qui n'attend que vous et qui est exactement fait pour vous. Puisqu'on vient de démontrer que vous êtes chacune et chacun singulièrement unique et que vous avez des capacités propres et des envies et des désirs et des motivations différentes les uns des autres. Donc vous ne pouvez pas trouver, par définition, le job qui est déjà prêt et qui vous attend. En fait, ce job, il va falloir le construire. Alors vous allez dire, mais là, il est complètement malade. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, designer son job? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le design sprint de la rentrée cette année? Levez la main. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le design sprint de l'année dernière? Levez la main. Merci. Donc, celles et ceux qui ont fait le design sprint, et pour les autres, je vais en parler. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont eu en cours? Levez la main. Voilà, c'est bon, donc normalement tout le monde est au courant. Alors, le design sprint, c'est quoi? C'est un grand événement qu'on organise avec le SC, où il y a un partenaire extérieur qui vient donc demander à des étudiants de réfléchir à une problématique et d'imaginer des solutions innovantes. Hein? Allez, cherchez-vous dans la photo. Bon, la photo, elle est sur le truc Facebook. Vous l'aurez dans les slides après. C'est bon. Vous aurez le droit de me dire où vous êtes. Et en fait, donc, ce moment, il est assez intense parce qu'on a des gens qui sont là, vous ne vous connaissez pas encore, vous venez de faire votre entrée, vous sortez parfois du monde académique, certains d'entre vous n'ont pas fait de formation professionnalisante, et puis il y a un partenaire qui vient vous présenter sa problématique, et en 3 jours de temps, alors que vous ne vous connaissez même pas au départ, vous vous mettez en équipe, et vous arrivez, en passant à travers une série d'exercices, à imaginer des solutions innovantes et différentes. Bien sûr, ça, ce n'est pas du tout un miracle. C'est parce qu'avec Mathias, mon associé que vous connaissez, quand on design ce parcours, on vous fait passer à travers une série d'exercices choisis dont on sait qu'ils vont vous mener vers cette solution. Parce qu'en fait, la créativité, le design, l'innovation, ça peut s'organiser, il y a des méthodes, et d'ailleurs, c'est ça la mission du design. Qu'est-ce que c'est le design? Un designer, que ce soit un architecte, un designer automobile, un designer de mode, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on dit on veut accomplir quelque chose, il y a des fonctions, il y a des fonctionnalités, quelle est la bonne forme? Quelle tête il doit avoir notre bâtiment? Quelle tête elle doit avoir notre automobile? Quelle tête doit avoir l'interface de notre application? Le designer, c'est quelqu'un qui conçoit à partir de contraintes. C'est quelqu'un, on lui dit voilà où j'aimerais aller, voilà qui je suis, voilà les contraintes. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une forme qui va bien?
Et moi, ce que j'aimerais vous aider à trouver aujourd'hui, c'est la forme de votre travail. Il y a un truc génial avec le design, avec la conception d'une façon générale, c'est que tu ne sais pas où tu vas, mais tu as le droit. Tu as le droit parce que c'est tout l'enjeu de la conception. Quand tu commences un projet en design, tu ne sais jamais ce que tu vas réaliser le dernier jour. Tu ne sais pas. Le client, il vient te voir, il dit « moi j'ai peut-être besoin de ça, mais je ne sais pas comment les ranger, il y a aussi d'autres besoins, mais je ne sais pas lesquels c'est. » Donc tu ne peux pas avoir l'idée dès le début. Tu sais que tu vas commencer à bosser dessus, et l'idée, elle va arriver en chemin, et tu vas la perfectionner en chemin. Et tu l'assumes. C'est ça, une dynamique de conception. Pareil, le design, c'est un truc à la fin, c'est pas de l'art. C'est quelque chose qui doit servir à d'autres personnes. D'autres personnes doivent être capables de le prendre et de s'en servir. Si elles n'y arrivent pas, en fait, tu as échoué. Le design, c'est quand tu es au service d'autres personnes. Donc tu dois pas faire seulement des choses parce que toi, tu les trouves belles ou parce que tu trouves que c'est la bonne chose à faire. Tu dois comprendre pourquoi toi, c'est important de le faire et pourquoi c'est important pour l'autre personne de l'utiliser comme ça. Tu assumes aussi qu'en fait, en design, tu ne sais jamais ce que tu vas faire jusqu'au moment où tu le fais. Donc, c'est exactement ce qui vous est arrivé, si vous vous en rappelez, quand on vous a fait faire les prototypes, donc les vidéos, les maquettes, etc. Vous n'aviez aucune idée de ce à quoi allait ressembler votre application, votre service, mais vous avez commencé à faire des dessins, et en faisant les dessins, vous avez eu des idées, donc vous avez fait d'autres dessins, et ainsi de suite, et vous êtes allé vers une forme finie. Parce qu'on ne peut pas d'abord tout faire dans sa tête, et ensuite tout faire sur le papier. Ça ne marche jamais comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un processus itératif. Itératif, ça veut dire on essaye, on apprend, on mesure, on essaye, on apprend, on mesure, on essaye, etc., etc. Et au bout du compte, on arrive vers quelque chose qui nous convient. Donc le design, en fait, il nous donne déjà plein d'outils sur des manières de penser, de raisonner en se disant comment je vais concevoir mon travail, comment je vais concevoir ce job qui n'existe pas encore. C'est une série d'étapes séquencées par lesquelles vous passez pour arriver à un résultat. Et de la même façon, ce qu'il faudrait, ça serait une démarche pour designer son job. Je ne l'ai pas inventé, cette démarche. Je suis tombé sur un truc. Quand je l'ai regardé, j'ai bloqué dessus 5 bonnes minutes et je me suis dit, mais c'est génial. Il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Il y a des moments comme ça dans la vie, vous regardez quelque chose et vous dites, ça, il ne faut pas que je le perde. Est-ce que quelqu'un connaît le schéma suivant? Levez la main ceux qui connaissent le schéma suivant. Parfait. L'ikigai, je ne sais pas le prononcer, c'est un mot japonais qui veut dire raison d'être. Quand vous dites à quelqu'un, c'est quoi ta raison d'être? C'est vachement dur. C'est une question hyper difficile. Si vous savez répondre à ça, c'est très fort. Mais eux, comme ils le représentent visuellement comme ça devient intéressant. En fait, ils disent, ta raison d'être, elle est à la convergence de 4 trucs. Ce que tu aimes faire, intrinsèquement, pour le fait d'être en train de le faire, ce pourquoi les autres pensent que tu as du talent et tu es doué, ta contribution au monde, à quoi tu veux que ton travail serve pour faire quel type de changement, et dans quel type d'activité tu peux t'engager pour faire tout ça contre une rémunération en échange. Et là, d'un seul coup, tu arrives à peupler ta vie d'activités solvables dont tu vois l'utilité, qui mobilisent des compétences qui servent aux autres et que toi, tu aimes mettre en œuvre. Et donc, quand tu essayes de répondre à ces 4 questions les unes après les autres plutôt que toutes d'un coup, tu trouves des réponses assez surprenantes. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre le monde qui vous entoure et la manière de contribuer, et puis choisir ce qu'on va mettre en œuvre pour changer des trucs. Et à la convergence de tout ça, je peux vous assurer qu'il y a votre job. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on essaye avec beaucoup plus d'enthousiasme? Je vais vous dire exactement la même chose 3 fois d'affilée. C'est pour que ça rentre. On va commencer par se comprendre soi-même. Comprendre les sources de vos enthousiasmes. Et là, je vais vous proposer une expérience de pensée. Quand je l'ai faite, elle m'a surpris et elle m'a appris beaucoup de choses. Donc on va prendre le temps de la faire. Imaginez demain, je ne sais pas pourquoi, vous grattez un ticket d'euro-million et vous gagnez, allez, on va être gentil, 100 millions au loto. Allez, c'est à vous. Là, ça y est, ça vient de tomber, là, c'est sur votre compte en banque, 100 millions, ça y est, vous les avez toutes et tous maintenant, chacune et chacun d'entre vous, félicitations. OK? Essayez d'imaginer ce que je vous dis, essayez de vous représenter, d'accord? Comme vous êtes une personne prévenante, une personne soigneuse, vous allez mettre 50 millions d'un côté sur un compte en banque et vous n'allez pas y toucher. Et les autres 50 millions, on va faire n'importe quoi avec. Mais n'importe quoi, d'accord? Donc là, vous prenez votre liste de kiff, tous les trucs que vous vous dites, je le ferai quand j'aurai du temps, tous les trucs que je vous dis, je vous le ferai quand j'aurai les moyens, vous y allez, d'accord? Vous visitez la Terre entière, vous allez dans tous les endroits que vous voulez voir, vous rencontrez toutes les personnes célèbres que vous voulez rencontrer, vous achetez une baraque pour vos parents, vous achetez une écurie, enfin un Ferrari, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Bon,
Vous allez faire ça et vous allez vous distraire un certain temps, peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Et puis, vous allez revenir chez vous, vous aurez terminé de faire votre liste de trucs qui vous est kiffé, et là, votre comptable, il va vous appeler, il va vous dire, tu vois, les 50 millions que tu as placés, en fait, tous les ans, tu vas toucher les dividendes dessus, tu vas toucher le revenu, tu vas toucher les intérêts. Et les intérêts seuls, ils vont te permettre de financer toute ta vie. Donc en fait, tu ne vas plus jamais manquer de rien. Au contraire, chaque année, tu vas devenir de plus en plus riche, et ça va être de plus en plus difficile de dépenser ton argent. Et pourtant, c'est un bon problème. C'est un problème, mais c'est un bon problème. Et pourtant, lundi matin, vous allez vous lever, vous allez prendre votre douche, vous allez vous faire un café, et vous allez faire un truc. Vous allez faire quelque chose. Vous avez terminé avec les hobbies, les divertissements, là vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose voilà, qui va vous rendre fier, quelque chose qui vous fait vous dire « j'ai envie de m'engager là-dedans parce que ça me parle, j'ai envie de faire ce genre de truc pour le plaisir intellectuel de le faire », et vous allez le faire. Parce qu'en fait, il y a des choses que vous faites, pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, pas par nécessité financière, mais en fait pour le seul plaisir intellectuel ou manuel d'être en train de les faire. Parce que ce sont les choses qui vous font kiffer. Ce sont les choses qui vous motivent. C'est votre enthousiasme. Et là, j'aimerais que vous preniez peut-être 30 secondes pour réfléchir et vous dire, mais en fait, si moi, je n'étais pas obligé de bosser pour l'argent, et si dans ma vie, je ne pouvais faire que des choses dans lesquelles je m'engagerais spontanément sans que personne ne me demande rien, mais qui ne soient pas du loisir ou du divertissement, quelque chose de productif, quelque chose qui a une réalisation tangible derrière, une mobilisation de vous pour accomplir quelque chose. Qu'est-ce que ça serait ? Donc là, je vous demande vraiment de prendre peut-être 20 secondes, vraiment 20 bonnes secondes et d'y penser et de le noter pour vous-même. Donc cette question intéressante, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, mais parce que ça, c'est vous-même. C'est pas un truc que vous faites, c'est quasiment une manière d'être. Les gens, ils disent « trouver votre passion ». Et moi, je trouve que c'est un terme galvaudé et dangereux, parce que passion, ça véhicule une idée fausse. C'est qu'est-ce que vous faites à chaque fois et ça vous fait systématiquement plaisir et c'est toujours génial et ça se passe toujours bien. Moi, je dis, c'est quoi vos obsessions ? C'est-à-dire, c'est quoi ces choses que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ? C'est quoi ces trucs où vous savez que vous n'avez pas le temps ? Ok, il est tard, machin, ok, d'accord, on a assez bien fait le truc, mais non, donne-moi encore 5 minutes pour bien peaufiner ça, pour bien finir ça. Est-ce que j'ai bien terminé ça ? Est-ce que c'est le genre… C'est quoi le genre d'activité dans lequel vous ne pouvez pas vous empêcher de vous lancer ? Parce que c'est ce que vous… Et ça peut être n'importe quoi, hein. Je ne parle pas forcément du boulot, hein. Ça peut être n'importe quelle forme de hobby, n'importe quelle façon de vous occuper, mais c'est des choses que vous aimez faire. Vous aimez faire parce qu'au moment où vous les faites, vous mobilisez des capacités et vous éprouvez du plaisir à le faire. Et en fait, ça, c'est vous. Et le plus drôle, souvent, c'est qu'en fait, quand vous analysez des groupes de potes, il y en a un, par exemple, il balance des blagues tout le temps pour faire rire tout le monde. Personne ne lui a rien demandé. C'est pas un comique, le mec. Il fait pas du stand-up, il passe pas avec un chapeau à la fin, il fait rire tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il peut pas s'empêcher de faire rire tout le monde. Alors on a toutes et tous un copain ou une copine, généralement on est très content de l'avoir. Quand il faut se voir tous les 15, il y a une personne qui se dédie pour faire l'agenda et dire « Ouais, toi tu seras là, et nanana, et qui organise tout pour tout le monde. » Et personne ne lui a rien demandé, hein. C'est pas la chef de projet du groupe. Non, c'est la personne qui va le faire spontanément. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'elle fait. Il y a une personne qui va dire « Oula, t'as l'air de pas bien toi en ce moment, t'es sûr que tu veux pas en parler, mais toi sur ce banc, raconte-moi un peu et donc ça va, etc. avec ta copine, toujours. » C'est pas une psychologue. C'est pas une psychiatre, c'est pas quelqu'un qui est payé pour faire ça. C'est quelqu'un qui fait ça parce que c'est son kiff. Parce que c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de prendre soin de ses potes. Et ça, c'est le genre d'activité, il faut regarder en fait. Il faut être conscient de ce que vous faites spontanément, sans qu'on vous l'ait demandé. C'est un bon indicateur. Ça veut dire que c'est le genre de tâches que vous affectionnez pour le fait d'être en train de les faire. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir enquêter sur soi-même. Donc vous mettez vos lunettes de Dave Caruso. Et pour comprendre l'origine de vos enthousiasmes, déjà, vous commencez par vous observer. Alors pour vous observer, c'est simple. Vous mettez une alarme sur votre smartphone, tous les soirs, à l'heure que vous voulez, 20h, 21h, ça sonne. Et là, vous prenez 2 minutes, pas plus, 2 minutes, et vous passez la journée dans votre tête. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé faire aujourd'hui ? Il y a un moment, j'ai fait des trucs, qu'est-ce qui m'a vraiment plu et pourquoi ça m'a plu ? Et vous le notez. Et je peux vous assurer qu'après avoir noté des dizaines de jours comme ça, quand vous allez tout relire d'un coup, il y a un pattern. Il y a un truc qui émerge. Il y a une activité systématique dans laquelle vous vous engagez. Et vous allez commencer à la voir parce que quand vous ne la regardez pas, vous ne la remarquez pas. Ça fait tellement partie de votre vie que ça fait partie de vous et vous ne vous rendez pas compte que c'est un truc que vous faites systématiquement. Et en fait, quand vous commencez à vous observer, comme on ferait de la recherche utilisateur en design, vous commencez à réaliser des choses.
La deuxième chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est vous comprendre vous-même. Donc pour ça, il y a plein d'outils qui sont des tests de personnalité, des tests d'orientation, des tests de communication. Voilà, il y a le MBTI qui est très connu, vous pouvez passer gratuitement en ligne, je vous ai mis l'URL, vous aurez les slides. Il y a aussi d'autres URL avec d'autres tests. Alors bien sûr, les tests, il ne faut pas se limiter aux tests. Les tests ne définissent pas qui vous êtes. Les tests vous aident juste à mieux comprendre vos motivations, à mieux comprendre les types d'activités que vous faites bien, à mieux comprendre les sources de vos motivations personnelles. Il y a aussi une start-up que j'ai la chance d'accompagner avec des personnes super qui s'appelle Bloomer. Et Laurent, le fondateur de Bloomer, m'a dit eh ben, tu leur diras que s'ils viennent de ta part, donc dites bien que vous venez de ma part, c'est gratos. Donc c'est gratos. Jusque fin février. Donc dépêchez-vous. Donc si vous allez sur Bloomer, il y a des parcours, vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir des mails, vous allez recevoir des consignes. Et si vous leur dites que vous venez de ma part, le parcours sans le coaching, juste le parcours pour recevoir les supports et les mails, ça sera gratos pour vous. Mais jusqu'à fin février. Donc dépêchez-vous. Et puis bien sûr, une fois que vous avez commencé à vous observer, une fois que vous avez compris qui vous êtes et ce que vous aimez faire, ben assumez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rechercher intentionnellement ce genre de tâches dans votre vie. Quand autour de vous, il y a des projets étudiants, quand il y a des exposés, quand il y a des projets associatifs, quand il y a n'importe quoi à faire, dites, moi je suis plutôt le genre de personne qui aime faire ça, je me trouve plutôt compétent là-dedans, j'aime bien bosser, je sais que si tu me donnes ce genre de tâches, je vais passer du temps dessus parce que j'aime bien que ça soit bien fait, bien fini. Confie-moi ça plutôt. Prenez pas juste le truc qui traîne parce qu'il traîne là, etc. Prenez le genre de truc sur lequel vous vous engagez, vous, à faire une différence. À vous dire, c'est exactement comme si vous avez identifié un muscle et vous dites, je vais faire de l'exercice, je vais muscler ça. Je vais m'entraîner. Trouvez des prétextes pour cultiver ça. Et là, on va prendre 30 secondes et je vais vous demander, et vous, quels aspects de votre vie vous font vraiment vous sentir vivant? Quel genre d'activité vous aimez faire pour le simple plaisir d'être en train de le faire? Prenez 30 secondes pour vous-même et réfléchissez vraiment dessus. Alors, une fois qu'on a commencé à se comprendre soi-même, c'est pas mal aussi de comprendre les autres. Et d'attaquer la partie un peu plus difficile, les talents. Le talent, c'est comprendre ce que les autres voient en vous. Et généralement, j'utilise un exemple qui met tout le monde d'accord. Voilà Beyoncé. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que Beyoncé a beaucoup de talent. Qui pense que Beyoncé a du talent? Bon, donc ça marche. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Beyoncé a du talent? Qu'est-ce qui fait son talent? L'entraînement, c'est une chose, mais ça ne fait pas le talent. Ça fait ses compétences et ses capacités. Qu'est-ce qui fait son talent? Elle aime beaucoup ce qu'elle fait, elle s'entraîne dur, elle a une vie qui tourne autour de quelques trucs sur lesquels elle mise beaucoup, c'est vrai, ça fait qu'elle est très performante, mais ça ne fait pas son talent. Qu'est-ce qui fait son talent? Elle a une bonne connaissance du temps dans lequel elle vit, ce qui lui permet de créer des opportunités, mais ça ne fait pas son talent. Ce qui fait son talent, il faut que j'avance, mais merci. Ce qui fait son talent, en fait, c'est le regard qu'on porte sur elle. Parce qu'en fait, le talent, c'est pas un truc que vous avez intrinsèquement en vous. C'est quelque chose que les gens vous donnent. C'est quelque chose que les gens vous prêtent. Les gens vous prêtent beaucoup de talent. Les gens vous regardent et vous trouvent talentueux, talentueuse. Parce qu'en fait, le talent, il n'est pas en vous. Il est dans le regard des gens sur vous. Vous pouvez être doué, vous pouvez être bon, vous pouvez exceller quelque part, mais ce sont les gens qui décident si vous avez du talent. Les gens regardent ce que vous faites et ils disent « je comprends ce que tu fais, ça me parle, je trouve que ça a de la valeur, c'est beau, je te trouve talentueux, je te trouve talentueuse ». Vous ne pouvez pas choisir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent on a du mal à se voir comme les gens nous voient. Parce que bien sûr, pour se voir, il faut être à l'extérieur de nous-mêmes. Et bon, c'est pas un truc qu'on fait très souvent. C'est pas facile de reconnaître ses talents. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est difficile de reconnaître ses talents? J'attends. Parce qu'on se sous-estime beaucoup, ça c'est très vrai. Et pourquoi on se sous-estime? On n'a pas confiance en soi, c'est vrai. En fait, merci, c'est pas facile de reconnaître ses talents parce qu'en fait, la plupart du temps, les trucs pour lesquels les gens nous trouvent talentueux, et dites-moi si ça vous parle, c'est des trucs que vous percevez ni comme une contrainte, ni comme un effort. C'est des choses que vous faites même sans y penser. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens vous trouvent talentueux. Ils vous disent « mais tu vas tellement vite ».
Mais tu fais ça tellement bien. Mais comment t'as fait pour faire ça de cette façon? Mais comment t'as fait avec le temps qu'on avait? Mais où t'as trouvé la motivation pour faire un truc pareil? Et vous vous dites quoi? Il faut de la motivation pour faire un truc pareil? Mais c'est pas normal. Mais tout le monde sait faire ça. Mais si c'est simple, si c'est intuitif pour moi, mais tout le monde y arrive comme ça, puisque ça ne me demande pas d'effort. Et un jour, en fait, vous réalisez que les gens, ils disent, mais non, nous, on ne sait pas faire ça. Heureusement que tu es là pour le faire, toi, parce que nous, si on essayait, c'est tellement à l'opposé de la manière dont on pense, c'est tellement à l'opposé des capacités qu'on a, mais nous, il nous faudrait des années pour y arriver, et toi, tu fais ça comme ça. Et là, vous réalisez qu'en fait, il y a un grand mythe qu'on vous a enseigné, qui est qu'un travail, ça doit forcément être pénible et difficile. Un travail, ça doit forcément être un effort. Et en fait, non. Votre plus beau travail, les trucs pour lesquels les gens estiment que vous êtes le plus talentueuse, le plus talentueux, c'est des trucs que vous faites parce que ça vous excite, parce que c'est un kiff de le faire pour le faire, et parce qu'en plus, vous éprouvez de la joie et du plaisir, et de la facilité en le faisant. Et c'est même pour ça, en fait, que les gens reconnaissent vos talents. Alors, pour comprendre les talents que les gens nous trouvent, on peut faire plusieurs choses. C'est exactement la même chose que la première fois. On peut d'abord collecter, donc dans ces cas-là, on peut aller voir dans les écrits, les mails, les MMS, les textos, que sais-je, pour trouver des preuves d'appréciation de notre travail par les autres. Toutes ces fois où les potes vous ont dit bien joué, toutes les fois où les gens vous disent merci d'avoir fait ça, toutes les fois où les gens vous disent c'était cool de bosser avec toi, merci d'avoir fait ça pour le groupe, merci d'avoir réussi à accomplir ce truc. Parce que ça, ce sont des gens qui sont en train de vous dire je te trouve talentueux, je te trouve talentueuse, j'apprécie la singularité de ta contribution, j'apprécie ton talent. De la même façon, vous pouvez partir pour essayer de comprendre là où les gens apprécient vos collaborations. Ça s'appelle du feedback. Le feedback, c'est génial. Et personne ne le fait, c'est dommage. Comment vous faites? Vous prenez 5 à 10 personnes, ça peut être n'importe qui, hein. Des gens avec qui vous avez travaillé dans les assos à l'école, vos maîtres de stage, des personnes avec qui vous avez travaillé sur des projets à l'extérieur, et vous les appelez ou vous leur envoyez un mail si vous êtes timide, et vous dites j'aimerais comprendre à travers tes yeux, en fait. J'aimerais comprendre qu'est-ce que tu as apprécié dans notre collaboration, quand on a bossé ensemble, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu en moi? Qu'est-ce que j'ai apporté au projet qui vous a vraiment été utile? Ou est-ce que mon action a vraiment réussi à faire une différence? Et les gens vont vous répondre, et je peux vous assurer que ça va toujours vous surprendre. Parce que des fois, vous ne saviez pas à quel point vous avez aidé une situation à changer. Vous ne savez pas à quel point il y avait quelque chose qui était complètement intuitif et naturel en vous, et qui en fait faisait une énorme différence. Il faut qu'on vous le dise pour que vous vous en rendiez compte. Et puis bien sûr, c'est la même chose, une fois qu'on vous a expliqué dans quoi vous êtes doué, si vous interrogez une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes qui ne se connaissent pas entre elles et qui pensent toutes que vous êtes doué dans un truc, eh ben ça veut dire que même si vous ne vous trouvez pas doué, même si vous ne vous sentez pas suffisamment prêt, parce qu'on ne se sent jamais assez prêt en fait, ben on s'en fout en fait. Parce que si 10 personnes décident que vous avez un talent dans un truc donné et qu'elles ne se connaissent pas entre elles et que le seul point commun qui les réunit, c'est vous, ça veut dire que vous l'avez. Et ce n'est pas à vous de décider si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Donc vous pouvez assumer, vous pouvez commencer à dire « les gens disent ça de moi ». Ça s'appelle des recommandations sur LinkedIn, par exemple. Vous pouvez dire « voilà, les gens qui travaillent avec moi apprécient ce genre de détails dans ma collaboration. C'est la valeur que je semble provoquer dans des projets. » Et ça permet aux personnes en face de vous de bien comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Beaucoup plus que si vous l'expliquiez vous-même. Ça a beaucoup de valeur et vous avez le droit de vous en servir. Selon vous, quelle qualité ou quel talent les autres apprécient chez vous? Qu'est-ce que vous réussissez naturellement et sans faire beaucoup d'efforts? Pour quelle forme de réalisation les autres reconnaissent votre travail et apprécient ce que vous faites? Et surtout, là, prenez 30 secondes et imaginez, trouvez le nom de 5 personnes, juste 5 personnes que vous pourriez contacter en sortant d'ici pour leur demander. Pensez à ces 5 personnes et notez-les sur le papier. Faites-le tout de suite. Une fois que vous êtes demandé ce qui provoque vos enthousiasmes dans la vie et que vous vous êtes demandé quelle forme de talent les gens reconnaissent en vous, vous pouvez vous intéresser aux contributions. La contribution, c'est comment je vais utiliser tout ça pour faire un truc qui a de l'importance pour moi. Donc là, on va parler de contribution professionnelle. Là, il faut comprendre comment contribuer, les milieux professionnels dans lesquels vous ambitionnez de rentrer. Et pour ça, vous pouvez faire plusieurs choses. La première, déjà, c'est vous comporter comme un professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un secteur qui vous intéresse particulièrement, vous avez le droit de lire des bouquins dessus. Vous avez le droit de lire de la presse professionnelle, vous avez le droit de vous abonner à des newsletters, vous avez le droit même d'aller dans des événements où il y a des professionnels qui se réunissent entre eux et qui sont ouverts au public. Commencez à vous informer sur ce que vous aimez faire avant de travailler dessus.
Comme ça, quand vous rencontrerez un recruteur, une recrutrice dans 12 mois, dans 18 mois, ça sera très différent parce que vous saurez déjà ce secteur, vous connaîtrez les codes, vous connaîtrez les chiffres. Vous n'aurez pas attendu 5 jours avant l'offre de stage pour commencer à vous intéresser. Intéressez-vous à des choses qui vous intéressent. Assumez ça, documentez-vous dessus. Et quand vous chercherez du taf dans ce genre de secteur plus tard, vous arriverez à faire la différence parce que vous aurez une culture professionnelle. Et il ne faut pas attendre de travailler pour bâtir sa culture professionnelle. Il faut commencer à bâtir de la culture professionnelle pour pouvoir travailler dans les domaines qui vous intéressent. Nous, on est dans le conseil, avec mon associé, on fait ça tout le temps. Nous, on n'est pas set-up, hein. Nous, on n'est pas sorti d'école, et même là, on a une boîte qui tourne bien, ça ne veut pas dire qu'on est prêt, ça veut dire qu'on doit tout le temps s'intéresser à tout ce qui arrive sur tous les secteurs de tous nos clients, pour aller en chercher d'autres. Vous allez faire ça toute votre vie. Vous allez apprendre toute votre vie. La deuxième chose, là, vous posez vos lunettes d'expert, et vous prenez votre caméra de photo-reporter journaliste, et vous partez à la rencontre des gens qui bossent déjà dans les secteurs où vous voulez bosser. L'avantage, c'est qu'il y en a plein. Vous allez pouvoir les identifier facilement, on va revenir là-dessus dans un instant. Et ces gens-là, il va se passer quelque chose. Attention, hein, ça c'est la troisième étape. Si vous avez fait « qu'est-ce qui m'enthousiasme dans la vie ?» et « pourquoi est-ce que les gens reconnaissent mes talents ?» Là, vous allez partir rencontrer des personnes. Mais là, au lieu de leur dire « explique-moi ton travail, je ne sais pas très bien en quoi ça consiste », vous allez pouvoir leur dire une phrase géniale. La phrase, c'est « bonjour ». Voilà, je me présente, je m'appelle, je suis plutôt une personne comme ça, moi le genre d'activité que j'aime beaucoup faire, c'est ça. Les gens avec qui je bosse d'habitude, ils disent que moi les grands apports que je fais dans les projets, c'est plutôt ça, ce genre de trucs et tout ça. Moi j'aimerais beaucoup un métier qui me permette de mobiliser ces compétences parce que je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de le faire. Comment ça s'appelle quelqu'un comme moi dans ton secteur? Quelqu'un comme moi, quelqu'un qui fait ce genre de trucs. Quelqu'un qui aime réaliser ce genre d'activité, quelqu'un qui délivre ce genre de résultats, c'est quoi le nom secret en fait? C'est quoi? C'est community manager de Poney 365? On ne sait pas en fait, mais là la personne elle va vous dire « mais oui bien sûr !» parce que là vous allez l'aider. Elle va raisonner analogiquement, elle va dire « mais oui bien sûr, je connais quelqu'un comme toi dans l'entreprise. Il y a quelqu'un, maintenant que tu m'as bien parlé de toi et que je comprends qui tu es, je connais quelqu'un qui a tes aspirations, quelqu'un qui aime provoquer le même genre de truc, quelqu'un qui aime travailler sur le même genre de produit. Voilà. Il ou elle s'appelle un tel, je vais vous mettre en relation, vous avez probablement des choses à vous dire. » Et en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la recherche à votre place, en utilisant sa connaissance du métier. Et elle va vous aider à trouver des opportunités et des jobs dont vous ne pouviez pas connaître l'existence puisque vous ne travaillez pas encore dedans. Et donc, plutôt que d'éplucher tous les offres de job et à chaque fois vous demander est-ce que ça me correspond, allez directement demander aux gens qui travaillent dans le domaine, mais comment ça s'appelle ce job? Moi, je suis comme ça, j'aimerais faire ça dans ma vie. Est-ce qu'il y a un job où il y a des gens qui me ressemblent et qui font ce genre de trucs? Et les gens vont vous aider à trouver. Mais il faut d'abord leur demander. Pour leur demander, voilà, ça c'est l'instant placement de produit, vous allez sur www.rennes-sbalumni.com, voilà, et vous avez accès à 17 166 anciens. Voilà, j'en suis, ce qui est quand même assez chouette. Et que vous pouvez vraiment trier par tout, quoi. Poste, compétences, fonctions, secteur, géographique, année de diplôme, enfin voilà, des trucs. Donc c'est facile à trouver. Et il y a plein de gens. Si vous leur dites, alors attention, ça aussi faites gaffe. Si vous dites bonjour, je suis à Rennes, comme toi il y a 10 ans. Elle fait OK. Et là vous dites, est-ce que tu veux qu'on soit en contact sur LinkedIn? Moi je fais, non. Je vous connais pas moi. Enfin, pourquoi je vous accepterais? Si j'acceptais toutes les demandes en contact de LinkedIn, j'aurais 30 000 potes. Pourquoi vous voulez être en contact avec moi? Mais si vous dites bonjour, voilà, moi je suis à Rennes cette année, merci Manin. Et alors moi je me pose des questions parce que je réalise que je suis quelqu'un plutôt comme ça et j'aimerais beaucoup travailler dans ce secteur et je me suis déjà beaucoup informé et je cherche des opportunités de rencontrer des gens. Est-ce que tu connais quelqu'un? Là je vais dire, ça c'est facile, ça me demande un effort mental de 15 secondes quoi. Ouais, je connais quelqu'un, tiens c'est Jean-Eudes, voilà son contact, débrouille-toi avec. Ou même, si je suis gentil, je dis bonjour Jean-Eudes, machin va t'appeler et vous appelez Jean-Eudes. Et je vous ai fait gagner énormément de temps. J'ai provoqué de l'opportunité. J'ai provoqué pour vous la possibilité de rencontrer quelqu'un, la personne qu'il faut rencontrer. Mais ça, pareil, il faut me le demander correctement. Allez pas juste voir les gens, les anciens, en leur disant « je dois faire quoi de ma vie ?» Ils ne savent pas, eux. Hein. Ils ne savent pas plus que vous. Hein. Mais par contre, si vous dites « moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais bosser dans ce genre de truc, j'aime faire ce genre de résultats, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un que je dois rencontrer ?» Là, ouais, les gens vont pouvoir le faire pour vous. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur votre réseau des anciens, il y a une super start-up que j'accompagne, et pour le coup, c'est complètement gratuit et à vie. Ça s'appelle My Job Glasses. Et My Job Glasses, c'est quoi? C'est un espace sur lequel il y a plein de professionnels dans plein d'entreprises qui viennent faire des pages pour dire « moi, je bosse dans ce genre de boîte, je fais ce genre de métier, et tu peux me poser toutes les questions que tu veux, et on peut se rencontrer en face à face si tu veux, je suis là pour ça. »
Donc c'est des gens, n'ayez pas peur de les déranger, ils sont là pour être dérangés. Ils ont fait des pages pour que vous veniez leur parler et que vous veniez leur demander des témoignages de boulot et que vous les rencontriez sur Skype ou par téléphone ou dans la vraie vie pour leur poser toutes vos questions. Donc faites-le, c'est une opportunité. Ça marche encore mieux que LinkedIn. Et puis bien sûr, troisième mouvement, mais vous commencez à avoir l'habitude, une fois que vous avez trouvé le genre de job, le genre de personne, le genre d'opportunité, assumez. Assumez que vous avez envie de faire ça et en fait, n'attendez pas qu'on vous demande. Levez la main. Levez la main et dites « Bonjour, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup votre secteur, je comprends ce que vous faites, j'ai rencontré des gens qui travaillent là-dedans, j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de mieux comprendre ce que vous faites. Est-ce que vous avez un truc à me faire faire? Est-ce que je pourrais vous aider ?» Cette phrase géniale, « Est-ce que je pourrais vous aider ?» Je ne connais personne qui s'est pris un râteau avec cette phrase. « Est-ce que je peux vous aider ?» C'est génial. Les gens ne refusent jamais de l'aide gratuite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc là, par exemple, on a fait un événement à HEC Paris en début d'année, et il y a un mec, moins con que les autres, il m'a écrit un mail en disant « J'ai beaucoup aimé le design sprint, j'aime beaucoup comme vous travaillez, j'aimerais faire du conseil plus tard, je sais faire ça dans ma vie, c'est ça mes compétences, c'est ça que j'ai envie de développer, est-ce que tu aurais besoin que je t'aide à réaliser tel truc? J'ai 6 semaines. » Je dis « Mais carrément, bien sûr. » Évidemment. Un type qui, au lieu d'aller jouer à World of Warcraft, il a allumé son ordinateur, il a trouvé mon adresse mail, il a ouvert un mail, il a réfléchi à ce qu'il voulait faire pour moi, il m'a écrit un mail d'introduction, il m'a expliqué ce qu'il pouvait faire pour moi et il me propose de le faire, bien sûr je vais le prendre. Voilà un mec que j'aurais pas besoin de motiver le matin, voilà un type qui va arriver à l'heure, voilà quelqu'un qui va être content de faire ce qu'il fait pour moi, bien sûr je le prends. C'est comme ça que raisonnent la plupart des recruteurs. Ça fait toute la différence avec un process de candidature à une offre. Donc n'hésitez pas en fait, demandez. Demandez, mais dites pas « donne-moi un truc à faire, je ne sais pas quoi faire ». Dites « je suis ce genre de personne, j'aime beaucoup faire ça, j'aimerais me sentir progresser là-dedans, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ?» C'est très différent. Vous, posez-vous la question, quels sont les secteurs qui vous intéressent? Quelles sont les causes? Quelles sont les formes de changement? Où est-ce que vous aimeriez aller travailler pour apprendre à faire quel genre de truc? Prenez 30 secondes et demandez-vous où est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter des trucs? Où est-ce que j'ai envie d'aller à la rencontre d'un secteur, mieux connaître certaines choses? Prenez 30 secondes et faites-le maintenant, sinon vous ne le ferez pas. Une fois qu'on a fait tout ça, et seulement une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui me fait kiffer? Où est-ce que les autres ils trouvent que j'apporte une vraie contribution? Et dans quel secteur j'ai envie d'aller m'amuser un peu pour créer des différences? On peut mettre des trucs en place. L'avantage là, c'est que vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par le bloc numéro 4. Il faut faire le bloc numéro 4 quand vous êtes à peu près clair sur les 3 premiers. Ça vous permet d'aller chercher directement les bonnes personnes, les bons milieux, les bons endroits. Là où vous avez vraiment envie de passer du temps et de fournir des efforts. Et là, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en œuvre pour essayer de provoquer une différence. Avant ça, il faut comprendre un truc fondamental. C'est quoi un job? Au XXe siècle, un job, c'était un truc comme ça. C'était un process tellement bien écrit et tellement bien séquencé que si vous étiez malade, on pouvait prendre un ouvrier, on le ramenait à votre place, on lui expliquait basiquement comment ça fonctionne et il pouvait faire la même chose. Ça n'arrivera plus jamais. C'est terminé. Ça ne marche plus comme ça. Pour plein de raisons qu'on ne va pas explorer du tout ici. Un job, demain, pour vous, ça va de plus en plus ressembler à ça. C'est quoi ça? C'est un boulot dans lequel vous êtes en train de contribuer, en train de délivrer de la valeur et en train de créer une différence, mais en plus, c'est vous qui devez trouver comment vous allez contribuer, comment vous allez créer de la valeur, comment vous allez créer un changement ou une différence. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Parce qu'en fait, et ça, tous les patrons du monde entier vous le cacheront, personne ne sait vraiment faire votre travail. Personne. Et puisque votre travail, c'est l'expression singulière et unique de vous-même et de ce qui fait votre force, personne ne peut le faire à votre place. Il y a un mème génial Tumblr que je vous ai recopié ici, vous irez le lire. Voilà, je vous le résume rapidement. Il y a un mec qui dit « Moi, j'ai 20 ans, 22 ans, je suis en stage dans une grosse boîte, il y a plein de quadragénaires autour de moi, et ils me prennent tous pour un génie de Excel. Ils disent « Ouais, toi, t'es un génie, machin, une sorte de magicien du Excel. » Et je dis « Mais les mecs, vous êtes cons. Enfin, non, bien sûr que non, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. En fait, moi, quand vous me demandez de faire des trucs dans Excel et que je sais pas les faire, je tape dans Google, je trouve des tutos sur YouTube, je regarde, je trouve les formules et les trucs, les manières dont les gens ont résolu le problème, je bidouille, voilà, puis j'arrive à un résultat, voilà. Et en fait, je pensais que je perdrais leur estime, mais j'ai été honnête, et en fait, ils sont encore plus admiratifs.
Ils disent « Waouh, mais nous, tu vois, on n'aurait jamais eu l'idée. Nous, on ne sait pas ce qu'il faut taper dans Google pour trouver ça. On ne sait pas aller faire des tutos sur YouTube. Nous, on ne prend pas ce genre d'initiative. » Parce qu'en fait, votre vrai boulot, ce qu'on vous demandera demain, ce n'est pas d'avoir réponse à tout. Personne n'a réponse à tout, encore moins dans un monde qui est de plus en plus incertain et qui va de plus en plus vite. Ce qu'on vous demandera demain, c'est d'être capable d'aller chercher les bonnes ressources et les bonnes capacités pour résoudre les problèmes au moment où ils se présenteront. C'est ça qu'on vous demandera de faire dans votre travail. Parce qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a plus de mode d'emploi. Il n'y a que des gens réactifs qui arrivent à trouver des solutions inattendues. Ça sera ça, votre travail. Il y a beaucoup de façons d'être indispensable dans une boîte. Et c'est certainement pas d'être moyen. C'est d'être vous-même. Par exemple, quelqu'un qui a un relationnel tellement bon avec les clients que c'est une ou un commercial en or, il délivre de fou, les clients veulent bosser qu'avec lui parce qu'il a la sympathie, il délivre du résultat, il fait du follow-up. Ou alors, c'est quelqu'un qui dit « ça, on ne l'a jamais fait, on ne sait pas le faire, aucun problème, donne-moi 4 jours, je vais lire 50 bouquins, je vais revenir, j'aurai trouvé la solution, je vais te modéliser, je vais t'expliquer comment faire. » Mon associé est un mec comme ça. Ou alors, vous pouvez veiller à ce que les choses soient faites. Donc vous vous dites quoi ? Faut quoi ? Délivrer un truc pour 3 millions de personnes, dans 2 mois, qui fait travailler 500 personnes ensemble ? Je vais faire le planning. Aucun problème, moi je le fais, t'inquiète, et puis je vais passer tous les coups de téléphone avec tous les prestataires et on va livrer à l'heure. Ou alors vous allez dire quoi, nos clients c'est qui? Comment je peux mieux les comprendre? Comment je peux les aider à avancer? Et là vous allez être en interface avec les clients, les prospects, et vous allez comprendre et expliquer la valeur de la boîte. Ou alors vous allez dire, moi c'est pas les clients qui m'intéressent, c'est nos équipes, c'est nos collaborateurs. Et moi j'aimerais les motiver, j'aimerais les inspirer, j'aimerais qu'ils délivrent le meilleur d'eux-mêmes. Et moi je suis un super bon chef d'équipe. Et en fait ce qu'on va vous demander souvent, c'est d'être bon sur une ligne, pas tout. Vous ne serez jamais bon partout. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez être à la fois le super nerd qui sait tout faire, etc., et la super personne qui inspire et qui drive des équipes, et la personne qui vend super bien. Non, vous devez être vous-même. Vous devez être super bon dans ce que vous aimez, puisque c'est pour ça que vous êtes bon, puisque vous aimez le faire. Il y a aussi un autre mythe qui est issu du système scolaire. On a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Si vous voulez être embauché dans une boîte demain, il ne faut pas plaire à tout le monde. Il faut plaire à une personne. C'est la personne qui vous recrutera. C'est tout. En fait, vous n'avez pas besoin de plaire à l'humanité entière. Ce que vous voulez vraiment trouver, ce n'est pas une boîte. C'est la personne qui a besoin de vous. C'est la personne à qui, quand vous allez lui parler, vous dites « Moi, je suis quelqu'un comme ça, j'aime faire ça, j'aimerais contribuer là-dedans. » Et la personne dit « C'est exactement ce qu'il nous fallait. Merci d'être venu. On a besoin de quelqu'un comme toi. » Quelqu'un qui a tes capacités, tes compétences, ta motivation, ton talent. On a besoin de quelqu'un pour le ranger là, pour faire ce travail, parce que c'est important. Et vous voulez plaire à cette personne, pas au monde entier. Vous ne voulez pas avoir tous les points, tous les diplômes, tous les scores, vous n'aurez pas tout. Ce qu'il vous faut, c'est les bonnes choses pour persuader la bonne personne, celle qui va vous embaucher. Pour faire ça, il y a plein d'outils. Je vais vous en donner 15. La première chose, c'est choisir ce qui compte. Si vous ne voulez pas plaire à tout le monde et si vous voulez vraiment faire ce que vous aimez faire, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Vous aurez le temps de bien bosser sur les trucs qui sont vraiment importants pour vous. Et donc ça veut dire que vous allez choisir ce que vous allez mettre dans votre calendrier parce que la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. L'argent, tu le dépenses, tu en regagnes, tu le redépenses. Le temps, tu le dépenses, tu n'en as plus. Tu peux le dépenser qu'une fois. Donc pour bien dépenser ton temps, c'est facile. Tu trouves des trucs à faire. Bon là, je vous ai donné des méthodes. Vous les aurez en ressources à la fin pour bien gérer et optimiser son temps. C'est un truc que j'utilise, ça a changé ma vie. Commencez par la date de livraison. En fait, pour faire un truc, c'est facile. Il faut juste se contraindre. Il ne faut pas avoir le choix. Comme ça, on est obligé de le faire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quelqu'un qui a besoin de vous et vous dites, je vais te faire ton rapport financier pour le 15 mars. Je vais te faire ton plan de communication pour le 6 avril. Je vais t'aider à lever 10 000 € pour ton association contre le cancer avant le 7 mars. Je vais t'aider à faire la com de ta soirée de jeudi prochain et je vais te livrer l'affiche avant dimanche. Vous dites, je vais livrer un truc à une date précise. Et après, vous êtes emmerdé parce que vous êtes obligé de le faire puisque vous avez fixé une date. Et comme le disait très bien Walt Disney, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. La date, c'est le moment où le truc doit sortir de ta tête et tu dois le faire en vrai parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Et comme tu es obligé de le faire, tu vas trouver comment tu le fais. Parce que tu t'es d'abord engagé, ensuite tu bosses. Dans ce sens-là. Une autre manière de te piéger, c'est engage-toi à l'écrit. Dis pas aux gens « je le ferai », ça veut rien dire. Écris des mails qui disent « je le ferai samedi en 8, ça sera livré à 15 h ». Comme ça, après, t'es emmerdé, il y a un écrit. Il y a un écrit qui dit « je le ferai samedi en 8, ça sera livré à 15 h ». Du coup, tu es obligé de le faire, parce que tu t'es engagé par écrit. Ça marche aussi pour arrêter de fumer. Si vous voulez arrêter de fumer, une technique qui marche super bien,
qui donne des résultats redoutables, tellement redoutables que les gens ne veulent pas l'employer. Vous prenez 20 cartes postales, vous écrivez aux 20 personnes qui comptent le plus pour vous et vous écrivez « Je t'aime et je t'écris aujourd'hui pour te dire que je ne toucherai plus jamais à une cigarette de ma vie ». Vous signez, vous envoyez les 20 cartes postales. Vous êtes tenu par 20 promesses écrites. Bon courage. Le troisième truc, c'est qu'en fait, on arrive rarement à quelque chose seul. Donc entourez-vous. Trouvez des gens inspirants, trouvez des gens ici dans cette école, autour, dans votre vie associative, dans votre vie personnelle, dont vous aimez apprendre des choses, qui vous soutiennent, qui ont la motivation les jours où vous ne vous l'avez pas. Et voyez-vous régulièrement. Parce que ça, c'est marrant, c'est le 5e congrès Solvay, 1927. 29 personnes, 17 prix Nobel, dont une double titulaire, la seule femme de prix Nobel. Ça s'est placé. Ces gens-là n'ont pas été invités au congrès parce qu'ils étaient prix Nobel. Ces gens-là sont allés au congrès et la plupart sont devenus prix Nobel après. N'attendez pas d'être bon pour inviter quelque part, pour fréquenter des gens talentueux. Fréquentez des gens talentueux, vous allez devenir bon. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc entourez-vous. Choisissez les gens desquels vous avez des choses à apprendre et voyez-vous régulièrement. Je vous ai mis des consignes un peu plus loin, ça s'appelle un mastermind. Vous pouvez organiser ça avec des amis pour vous faire progresser mutuellement. Il y a un truc génial dans la vie. Quand tu l'as compris, ça change toute ta vie. Tout de suite, une page de pub. Le truc génial dans ta vie, c'est quand tu réalises qu'en fait, les opportunités, c'est comme les rames de métro. Il y en a une toutes les 2 minutes. Des opportunités, il n'y a que ça. Et dans cette école, un jour comme aujourd'hui, il y en a des milliers. Et elles passent autour de vous, et en fait, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous ne les cherchez pas. Mais quand vous savez ce que vous aimez faire, quand vous savez quel genre de valeur vous apportez et quand vous savez dans quel genre de secteur vous avez envie de contribuer, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que des opportunités. En plus, comme vous en parlez à d'autres personnes et comme vous dites « moi j'aimerais plutôt trouver ça, moi je voudrais chercher ça », la première chose à faire, si vous cherchez un stage, vraiment, faites-le, vraiment, mais ça change tellement tout. Si vous cherchez un stage dans un domaine très précis pour faire un job très précis, donnez-vous un rendez-vous, vous êtes 25 étudiants, d'accord ? Que chacun écrive bien ce qu'il cherche. Vous faites un cercle. Et vous dites, moi j'aimerais bien faire un stage dans tel domaine avec tel genre de personnes, d'accord ? Et vous faites ça les 25. Et après, un par un, voilà, vous lisez votre truc, et les personnes vont vous dire, bah ouais, moi j'ai un oncle qui bosse là-dedans. Et moi j'ai un frère qui bosse là-dedans. Bah moi mon père connaît un mec qui... Et vous allez vous rendre compte que juste en fait, en vous montant en réseau les uns avec les autres, vous allez toutes et tous trouver le stage qu'il faut pour chacun d'entre vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a déjà toutes les opportunités dont vous avez besoin, mais vous ne le savez pas et vous ne le demandez pas. Donc, comment ils peuvent trouver ce qu'ils peuvent faire pour vous ? Donc, demandez-le. En fait, sachez ce que vous recherchez et dites-le, parlez-en autour de vous. Vous allez voir à quel point les opportunités vont surgir d'elles-mêmes. Mais c'est beaucoup plus facile quand on sait ce qui nous motive, ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fakez. Faites-le pour de faux. N'attendez pas d'avoir besoin de le faire pour de vrai pour le faire. Ce type-là, il a fait des vidéos MySpace, ça n'existe plus aujourd'hui. Il a fait des sons, mais surtout il a fait des vidéos de clips qui ont été diffusés. Comme elles ont été beaucoup diffusées, il s'est fait une audience et une communauté qui a aimé sa musique, du coup il a enregistré des albums. Comme ils ont bien marché, il a enregistré d'autres albums. Il y a un designer qui raconte, je vous ai mis le lien, c'est génial, un truc qu'il appelle du fake design. Il dit, quand j'étais gamin, moi j'aimais bien certains groupes de musique, mais je trouvais que leur pochette d'album, elle était moche. Donc en fait, le soir, chez moi, je redessinais leur pochette d'album. Et donc j'ai fait des vingtaines de pochettes d'albums pour le kiff, comme ça. Et puis j'ai commencé à les publier en ligne pour les montrer. Et là, il y a des vrais groupes qui sont venus me voir en disant « Coucou, on a un EP, on n'a pas d'argent, hein, on est des artistes. Est-ce que tu veux bien dessiner notre pochette d'album ?» Et lui, il était dit bah « Ouais, carrément !» Puis il savait faire, il l'avait fait pour de faux. Alors il l'a fait pour de vrai. Et il dit « Mes premiers travaux de design, c'est des pochettes d'albums que j'ai designées pour des groupes qui étaient venus me chercher parce qu'ils savaient que je faisais des fausses pochettes d'albums. » Commencez par faire pour de faux et montrez que vous savez le faire. Comme ça, des vrais gens peuvent venir vous demander de le faire. Si vous ne trouvez pas de prétexte pour vous y mettre, aidez quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un que vous aimez, et voilà, il est dans la mouise, il a besoin d'un site internet WordPress, il a besoin d'un plan d'action marketing pour son asso, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à convaincre des personnes, il a besoin de quelqu'un, et cette personne, c'est vous. Et là, vous revenez à l'étape 1 et 2 et vous dites « Je vais t'aider parce que je t'aime bien, je vais livrer ce truc pour cette date. » Et là, vous êtes coincé, il faut le faire. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé. C'est une histoire assez dingue. Moi, je passais devant une affiche et il y avait un événement associatif qui s'appelle Learn Doucher qui cherchait des bénévoles. Et moi, je me suis porté volontaire et j'ai fini par animer un atelier gratuitement là-bas. Et Mathias, mon associé, il était dans cet événement, il les aidait à faire l'organisation. On s'est rencontrés et
en fait, on a discuté et on a bien aimé les façons de réfléchir de l'un et de l'autre. Et on a commencé à se revoir, à boire des coups. Et 2 ans après, quand on avait bien fait connaissance, on a monté la boîte. Le truc qui nous a le plus surpris, c'est qu'on ne connaissait personne en commun. Pourtant, lui et moi, on avait plusieurs milliers de personnes sur nos comptes LinkedIn. Eh bien, on n'avait aucun contact commun. Pas un, aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne qui, pour aujourd'hui, est vraiment au centre de mon existence et avec laquelle je conçois mon travail tous les jours et avec laquelle j'avance et je progresse, heureusement que je l'ai rencontré dans cet événement où j'avais choisi d'être bénévole, en fait. Parce que dans cet événement où vous êtes bénévole, il y aura d'autres bénévoles. Et curieusement, vous aurez des choses à vous dire. Et c'est des gens qui pourront vous apporter beaucoup et avec lesquels vous allez rester en contact. C'est des gens parfois que vous n'auriez pas pu rencontrer dans d'autres circonstances de la vie. Quand vous faites des trucs risqués sans avoir peur, c'est de l'inconscience. Vous marchez au bord d'une falaise. Voilà, vous pourriez tomber. Il n'y a pas de braverie à ça. Parce qu'en fait, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur, mais le faire quand même. Parce que, bien sûr, qu'on a peur. Et vous voyez quoi? 15 minutes avant cette conférence, moi j'étais dans les toilettes, je me disais, bon, on annule tout et tout, c'est bon, je suis pas bien là. Vous êtes tout tendu, vous allez le faire et tout, c'est la première fois que vous la faites. Vous mettez vos tripes sur la table, bien sûr que vous avez peur. Vous avez toujours peur. Plus vous allez faire des trucs, et je vous souhaite d'avoir peur. Si vous avez peur, c'est que ça pourrait pas marcher. Si ça peut ne pas marcher, c'est excitant. Parce que ça pourrait échouer. Donc c'est nouveau. C'est pas reproduire un truc dont on a la certitude qu'il va fonctionner, c'est tester quelque chose de nouveau. Je vous souhaite d'avoir peur et je vous souhaite de le faire quand même. Pour ça, il y a une super stratégie que j'appelle la stratégie question pour un champion. Qui gagne la question pour un champion? C'est toujours la même personne qui gagne. Qui? Celui qui prend la main, ça pourrait, mais non. C'est presque ça. Ceci dit, c'est presque ça. Prendre des risques. Et comment tu prends des risques à question pour un champion? C'est exactement ça. Hein? Aller aux auditions, ça c'est pas mal. Tu prends des risques parce que tu buzzes quand t'as pas la réponse. C'est des gens, en fait, on leur dit « Quelle est la capitale de machin ?» Et leur cerveau, il fait « Je sais que tu le sais. Là, je l'ai pas, mais je sais que tu le sais. » Et les mecs, ils buzzent. Alors là, le gars, il fait « Oui, machin. » Et là, tu as 2 secondes, tu fais « Oui, oui, c'est Constantinople. » Et le mec fait « Bravo !» T'avais pas la réponse quand t'as buzzé. Tu savais que tu l'aurais, donc t'as pris le risque, t'as buzzé, et t'as 2 secondes au moment où on va te demander pour trouver la réponse. C'est la même chose. Dans la vie, n'attendez pas d'être sûr. On va vous proposer des trucs, vous aurez une vague intuition que vous pouvez peut-être le faire, dites je prends. Dites ok, c'est pour moi, je ne sais absolument pas comment je vais faire ça, hein. Je prends, on va se débrouiller plus tard. Je vous raconterai une histoire sur ça tout à l'heure. Il y a une vidéo géniale d'une personne sublime qui s'appelle Amanda Palmer, qui s'appelle The Fraud Police. Je vous ai mis le lien. Cette vidéo, elle raconte en fait à quel point vous vous sentirez un imposteur ou une imposteur toute votre vie. Tout le temps. Donc l'exemple qu'elle donne, c'est vous avez quelqu'un qui est, disons, une neurochirurgienne, par exemple. Donc quelqu'un voilà, qui a un couteau pour couper des bouts des cerveaux des gens. C'est quand même pas rien comme taf, hein. Il y a des études, hein, il y a de la pratique. Et la personne, elle est là, avec son scalpel, tout le monde est suspendu à son geste, l'opération va commencer, et elle se dit « Mais est-ce qu'ils savent seulement que j'ai perdu mes clés 4 fois cette semaine? Est-ce qu'ils savent vraiment que j'ai cassé 2 mugs en faisant la vaisselle hier soir dans mon appartement? Mon Dieu, mais je suis une personne tellement incompétente, tellement maladroite, mais empêchez-moi de faire ça, en fait. Empêchez-moi de trancher le bout d'un cerveau de quelqu'un. » Vous aurez peur, toute votre vie, vous aurez peur de ne pas vous sentir prêt. C'est normal. Et je vous souhaite d'avoir peur. Ça veut dire que vous essayez des nouveaux trucs, des trucs plus gros, des trucs plus risqués, des trucs différents. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur tout le temps. Il y a aussi un autre truc. Ça, je l'ai volé à une humoriste suisse qui est très drôle, qui s'appelle Marina Rollman, et qui dit, dans le film Rocky 2, qui dure 2 heures, elle s'est amusée, elle dit, j'ai compilé tous les passages où Rocky s'entraîne en salle. Pas il se bat, hein, il s'entraîne. À votre avis, combien de temps ça fait sur 2 heures de film? 1h30, qui dit mieux? Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Tu sais pourquoi? Parce que l'entraînement, c'est pas sexy. L'entraînement, c'est pas drôle. Toi, tu veux des gens qui essayent des trucs, qui réussissent ou ils se plantent, mais ils essayent tout de suite. Ce que tu veux voir à l'écran, c'est des gens qui prennent des risques. L'entraînement en salle, personne ne veut voir ça, c'est super chiant. Et pourtant, c'est indispensable. Donc en fait, on oublie souvent que la plupart des gens qui arrivent à des résultats et que vous applaudissez en public pour un truc qu'ils ont fait, ils ont répété. Ils ont répété en privé, ils ont répété des milliers de fois le geste. Et devant vous, ils arrivent et ils le font. Et ça paraît tout à fait naturel et gracieux.
Les danseurs, les danseuses savent ça par cœur. Danser, c'est juste ne pas montrer ta souffrance. Hein. Danser en public, c'est juste apprendre à ne pas montrer que tu souffres. Hein. Mais les gens qui dansent savent à quel point c'est dur de danser. Ils le savent parce que tous les jours, ils s'entraînent. Du coup, on peut se demander, mais c'est quand le bon moment pour commencer? C'est quand ce moment où même si je ne sais pas tout faire, même si je n'ai pas la foi, même si je ne l'ai pas fait, je vais me sentir suffisamment légitime pour le faire. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, la confiance en vous-même et en vos capacités ne peut pas être obtenue par une autorité extérieure. C'est tentant, mais ça n'arrive pas. Il n'y aura pas de maître zen, il n'y aura pas d'entraîneur, il n'y aura pas de mentor, il n'y aura pas de coach qui va vous dire un jour « Je sais à ta place que tu es prêt, que tu es prête. Et je te déclare légitime et je certifie que tu as le droit d'essayer même si tu te plantes. » Parce que cette forme de confiance, cette forme d'autorisation de faire des trucs risqués, elle peut venir que de vous-même. Du coup, ça c'est la bonne nouvelle. Prenez votre main droite et placez-la là. Allez-y, faites-le. Super. Et maintenant, dites, tu es compétent ou tu es compétente. J'ai confiance en toi. Tu as le droit d'essayer. Allez-y, faites-le. Tu es compétent. Compétente. Voilà. J'ai confiance en toi. Tu as le droit d'essayer. Félicitations, vous venez de vous donner la permission à vous-même. Alors, il y a un autre truc, ça, j'ai vraiment voulu mettre le paquet dessus, c'est le rôle de l'échec. Pourquoi j'ai voulu mettre le paquet dessus? C'est facile, ça, c'est vos réponses au questionnaire. Qu'est-ce qui pourrait foirer dans mon travail? D'accord? Il y a plein de choses, il y a plein de questions, il y a plein d'interrogations et de craintes que vous avez. Et la colonne de droite, ça, c'est « et si ça plante ?» C'est-à-dire qu'un bon tiers des réponses que j'ai eues, c'est « échouer ». Comment on fait? Comment on réagit face à l'échec? Quelle est la conséquence de l'échec? Comment se préparer à l'échec? Que faire pour ne pas échouer? Enfin, échouer, 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 échouer. Je vous présente Elon Musk. Elon Musk est un abruti fini. C'était un garçon qui était riche avec PayPal, et à la place, il a mis tout l'argent dans Tesla et dans SpaceX. Pour celles et ceux qui ne savent pas, SpaceX, c'est un endroit où Elon Musk essaye de reproduire les performances de la NASA et d'envoyer des fusées dans l'espace. Et bien sûr, tout le monde se fout de sa gueule parce que ces fusées, elles explosent tout le temps. Faites comme Elon. Expérimentez. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, non seulement tout le monde s'entraîne, mais tout le monde se plante et les gens ont la mémoire courte. Bien sûr, tout le monde se fout de sa gueule. Ils font « Mon petit Elon, on est la NASA, nous. Hein, écoute, on n'est pas là pour acheter du terrain. Hein. On sait envoyer des trucs dans l'espace. On l'a fait toute notre vie. C'est nous les experts. Laisse-nous bosser. » Et bien sûr, la NASA, elle a la mémoire courte. Parce que, sans déconner, vous pensez vraiment qu'il y a une personne qui a un jour réussi à envoyer un truc dans l'espace du premier coup? Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas claqué des millions de dollars dans des projets absolument ruineux et pharaoniques pour apprendre de ces échecs, les uns derrière les autres, et derrière les autres, et derrière les autres? L'histoire de la conquête spatiale américaine, elle a des décennies derrière elle. Et je peux vous assurer, parce que maintenant on a YouTube, qu'il y a un paquet d'essais ratés. En fait, la majorité des expériences spatiales plantent, mais on ne parle jamais des échecs à la télé. Tout le monde se plante tout le temps, même les plus gros, même les experts, même la NASA se plante. L'endroit où tous les geeks et tous les nerds les plus qualifiés de la Terre finissent dans des réunions bizarres à la cafétéria où ils parlent du boson de Higgs, se plantent. Les meilleurs se plantent tout le temps, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils font. Plantez-vous. Plantez-vous vite, plantez-vous bien, tirez des apprentissages, passez au projet suivant. Mais essayez et plantez-vous, c'est ce que je vous souhaite. Plantez-vous beaucoup. Maintenant, j'ai une question à vous poser parce que je trouve que c'est une bonne question. Elle n'est pas de moi. Si vous aviez une machine à voyager dans le futur et que vous alliez dans 10 ans et que vous reveniez ici avec la certitude, parce que vous l'avez vu, c'est dans le futur, que vous allez réussir. Ce que vous allez entreprendre là, ça va marcher. Dans 10 ans, ça va marcher. Vous avez le succès, vous l'avez vu, vous l'aurez. Si vous n'aviez plus peur d'échouer, qu'est-ce que vous feriez? Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y arriver seul. Donc vous pouvez demander à des gens autour de vous, demander à des amis, demander à des professionnels, demander à des personnes qui peuvent vous prêter du temps, des ressources, des contacts. Mais par pitié, préparez-vous. Non, on n'en peut plus ça. Allégorie. Vous êtes chez vous, vous revenez des cours. Quelqu'un frappe à la porte. Vous ouvrez, et il y a un charmant jeune homme en face de vous qui dit « Bonjour, je suis votre voisin. Qu'est-ce que je dois préparer à manger ce soir ?» Gênant.
Donc voilà, vous essayez, vous mettez la chaîne de sécurité, vous mettez votre pied gentiment, vous dites non, non, mais ça va très bien, je sais pas, voilà, ok, bon. Alors on remonte un peu dans le temps, vous ouvrez la porte, et là il y a un charmant jeune homme, le même, qui vous dit bonjour, je suis votre voisin, j'habite en dessous, on ne se voit pas souvent, merci voilà, de prendre le temps de me recevoir. Je suis avec ma copine, je faisais des crêpes, j'ai de la farine, j'ai du lait, mais j'ai pas d'œufs, je suis étourdi et le supermarché est fermé. Est-ce que vous auriez par hasard des œufs dans votre frigo? Et là, comme vous êtes une personne polie et bien élevée, vous dites mais bien sûr, vous allez voir votre frigo, il y a effectivement des œufs, vous les lui donnez, il vous dit merci beaucoup, il s'en va. Ça, c'est une démarche réseau qualifiée. Celle où tu dis pas à ton interlocuteur, trouve la solution à ma place. Tu dis bonjour, je suis ça, j'aimerais faire ça, j'ai besoin de ça, peux-tu le faire? Et la personne, les gens comme moi, mais il y en a plein d'autres, mais si ça leur prend moins de 30 secondes, que ça les fait se sentir bien et que c'est pas très coûteux, ils vont le faire. Répondre à un questionnaire qui a de 5 questions, qui prend 20 secondes, ils vont le faire. Vous mettre en contact avec une personne que vous avez identifiée vous-même, ils vont le faire. C'est rapide. Par contre, aide-moi à trouver une offre de stage. Non, j'ai pas que ça à foutre, moi. J'ai un métier quand même. Donc allez voir les gens, mais sachez ce que vous voulez leur demander. Aidez les gens à vous aider. Demandez-leur des trucs, demandez-leur ce dont vous avez besoin pour qu'ils puissent vous le donner. Et terminez toujours proprement, ça c'est super important. Je ne compte plus les gens qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de moi, je passe du temps avec eux, je leur donne des ressources et ils disparaissent de ma vie. Et j'ai plus jamais de nouvelles. Je ne sais pas si ça a marché, si ça n'a pas marché. Et puis miraculeusement, 3 ans après, ils me rappellent. Et vous savez pourquoi ils me rappellent? Parce qu'ils ont besoin d'un truc. Et vous savez ce que je fais? Je ne décroche pas. Parce que je les ai aidés une première fois et ils ont été un peu impolis, ils ne m'ont pas dit comment ça s'est soldé, ils ne m'ont pas dit ce qui s'était passé, ils ne m'ont pas tenu au courant, ils ne m'ont pas permis de mesurer les résultats de mes efforts. Je n'ai pas envie de les aider une deuxième fois. Clôturez bien. Même si quelqu'un vous recommande quelqu'un, même s'il y a une offre de stage et que ça ne se fait pas, vous n'êtes même pas obligé de faire un mail personnel. Faites un mail que vous envoyez à l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées, voilà, et vous dites « Je vous ai rencontrés toutes et tous », bon bien sûr vous mettez tout le monde en copie cachée, hein. Voilà, et vous dites « Voilà, merci beaucoup, vous m'avez bien aidé, finalement j'en suis là dans ma vie aujourd'hui, je fais ça, merci d'avoir pris votre temps, super, c'était cool ». Et vous en allez. Mais clôturez quoi, disparaissez pas une fois le service rendu. C'est de la goujaterie. Dans les réseaux, on ne vous pardonnera pas ça. Et les réseaux, les rencontres, les cercles de rencontres formels ou informels évacuent très rapidement ce genre de personnes. Faites attention à ça. Je sais qu'en plus, la plupart du temps, ce n'est pas du tout mal intentionné. Mais finissez proprement, quoi. N'oubliez jamais que vous êtes à un mail d'une personne que vous admirez. Cette personne, à droite, c'est Seth Godin. C'est une personne qui a beaucoup écrit sur le marketing. Je me sers de son travail pratiquement tous les jours dans ma vie. Et un jour, en fait, j'ai dit, mais c'est marrant, ce type-là, il aurait besoin d'un traducteur. Parce qu'il écrit des trucs géniaux sur son blog tous les jours, mais il y a plein de Français qui ne lisent pas l'anglais. Du coup, je lui ai écrit. Et j'ai dit, salut Seth, je te lis depuis des années, merci pour ce que tu fais pour nous, merci de le donner gratuitement, c'est vraiment gentil. J'aimerais le traduire en français pour les gens qui ne lisent pas l'anglais. Et 2 minutes après, il m'a répondu. Il a dit, merci Rémi, c'est très gentil. Je ne permets pas la traduction non vérifiée. Par contre, comme je suis un mec cool, par an, tu peux prendre 6 articles de moi et tu peux les traduire et les publier, tu n'as même pas besoin de me prévenir, je m'en fous, mais seulement 6. Sois gentil. Et j'ai dit, mais Seth, tu gères, merci beaucoup, on va en faire 6. Et donc depuis cet échange, je traduis 6 articles de Seth Godin tous les ans, les meilleurs. Et je les poste sur mon blog et sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que j'ai son autorisation. Et ça m'a pris 5 minutes. Parce que le pape a un compte Twitter, les enfants. Tout le monde est joignable. Tout le monde est joignable. Par contre, ne vous attendez pas à ce que les gens vous répondent si vous n'avez rien à leur proposer. Écrivez aux gens en disant « Bonjour, voilà qui je suis, voilà ce que j'aimerais faire, est-ce qu'on pourrait le faire ensemble ?» Et vous allez voir que les gens vont répondre. Parfois pour vous dire « Non, on ne le fera pas ensemble, mais merci d'avoir proposé. Je me suis permis de parler de toi à quelqu'un d'autre. » Il y a un truc super important et qui est contre-intuitif au possible parce que ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. Mais c'est très important, il faut le faire. Il faut faire interagir votre travail avec la réalité. Qu'est-ce que j'entends par ça? Publiez ce que vous faites. En design, on appelle ça un portfolio. Un designer, ce n'est jamais quelqu'un qui est recruté sur son école. Ce n'est jamais quelqu'un qui est recruté sur son bagage académique ou sur les tests qu'il a passés. Un recruteur, on lui dit « T'as fait quoi ?» Montre-moi, un designer, montre-moi ce que tu as fait. Montre-moi les projets sur lesquels tu as bossé jusqu'à présent, les réalisations tangibles. Montre-moi que tu sais te servir des outils. Montre-moi que tu sais avoir cette démarche de création. Et moi, je verrai si j'arrive à estimer correctement ce que tu as fait et si je décide que c'est de ça dont on a besoin. Faites la même chose. Ça parle 1000 fois plus qu'un CV. Vos réalisations passées parlent 1000 fois plus que tous les CV du monde. Elles montrent ce dont vous êtes capable. Et en fait, vous en avez déjà beaucoup fait. Vous avez fait des projets associatifs ici.
Vous avez fait des projets étudiants, vous avez fait des recherches, vous avez fait des exposés, vous avez eu une vie à l'extérieur de l'école, vous avez fait plein de choses. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier de le mettre en valeur, ce que vous savez faire avec vos mains. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle différence vous avez créée? Parce que je suis certain que vous avez toutes et tous créé des différences ici. Publier, c'est influencer. Pas influencer comme Kim Kardashian. Ça, c'est raconter sa vie. Tu publies des trucs, mais ce n'est pas forcément utile. Ma définition de l'influence, c'est ta capacité à aider les autres à progresser et à le faire savoir. C'est permettre à d'autres personnes de bénéficier de l'enseignement de vos expériences. C'est une opportunité de démontrer ton expertise à toi en offrant à d'autres la possibilité d'arriver à tes résultats en utilisant tes méthodes. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous ce soir. Les projets que vous utilisez et que vous aimez fonctionnent exactement comme ça. Ce sont des gens, ils font des trucs, et après ils le donnent gratuitement à un max de personnes, en disant « faut que tu t'en serves ». Limite, même mieux, il faut que tu contribues. Toi aussi, rentre dans le game, toi aussi, participe, on va faire des trucs chouettes ensemble. Et ils construisent des communautés, ils construisent des gens, et ils bossent avec eux, la plupart gratuitement, et ils font des trucs super. Parce qu'ils donnent. D'abord, ils donnent. Ensuite, ils reçoivent. Mais commencez toujours par donner. Votre impact, c'est votre action pour les autres fois votre influence. Ça, c'est l'impact de vos actions. Ça, c'est ce que vous faites pour les gens qui sont contents. Ça, c'est votre façon de montrer et donner vos outils et toutes vos techniques pour y parvenir. Soit vous vous contentez de raconter des trucs, mais vous ne racontez pas comment vous aidez les gens. Soit vous vous contentez d'aider les gens tout le temps, mais vous ne montrez pas ce que vous faites. Ou bien, vous êtes moyen dans le fait d'aider les gens, mais vous en parlez et vous donnez la possibilité à d'autres personnes de reproduire vos résultats. Vous avez plus de force que les deux personnes tout à l'heure. C'est aussi important de montrer ce que vous faites que de le faire. Vous devez passer autant de temps à faire des choses qu'à apprendre aux personnes à reproduire vos résultats en leur montrant ce que vous savez faire. Ça veut dire quoi? Si un jour vous faites un stage et qu'on vous demande, par exemple, j'en sais rien moi, de paramétrer un compte Facebook pub, eh ben, vous allez écrire un petit tuto. Vous allez dire, voilà les trucs à faire pour bien paramétrer un compte Facebook pub. Je peux l'écrire parce que j'ai fait ça pendant 20 heures et j'ai fait plein d'erreurs. Voilà les erreurs à ne pas faire, les 10 erreurs à ne pas faire. Et vous allez le poster. Alors vous dites, mais ça ne sert à rien ça. Pourquoi il faudrait faire un truc pareil? Ça n'a aucun sens. Et je vais donc vous raconter comment je suis rentré dans cette école. Donc, moi en Master Spé, je vais voir le boss de la filière Design Interactif et je lui dis, Benoît, moi je suis un peu plus vieux que les étudiants. Tes piou-piou, ils m'appellent des trucs de dingue sur le métier, mais par contre, quand il faut se vendre, parler de soi et tout, parler aux clients, il n'y a plus personne. Est-ce que tu as envie que je les coach? Est-ce que tu as envie que je t'aide pour en fait les faire monter en compétences là-dessus? Parce que je les aime bien, émotionnellement, on a un bon rapport et tout, j'aimerais bien les aider. Je suis un peu une sorte de grand frère pour eux, parce qu'on a quand même 5-6 ans d'écart, c'est assez chelou. Et il me fait quoi? Attends, laisse-moi paraphraser. Tu me proposes de bosser gratuitement et de me délester d'une partie de mes responsabilités, mais moi je vais quand même toucher tout mon salaire? Et en plus, tu as payé pour être dans cette école? Mais tu es complètement con, bien sûr, je signe. Et donc, grâce à cette personne généreuse, je rentre. Je bosse avec eux, et en bossant avec eux, j'apprends plein de trucs sur les étudiants designers. Et au moment de partir, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, je ne vais pas les laisser comme ça. Et je publie un article qui s'appelle « 5 leçons de mes étudiants designers ». C'est les 5 trucs que j'ai appris en bossant avec des jeunes. Je publie l'article, j'y pense plus. Et puis, il y a une personne de cette école qui s'appelle Laurence Lambert, qui n'est plus là, qui est à la retraite maintenant, qui lit l'article et qui dit « Hé Rémi, vous donnez des cours de design maintenant ?» Et je fais, bon, comme ça m'arrive. Elle fait, mais ça tombe super bien, parce qu'on cherche un intervenant pour notre nouvelle majeure, qui doit faire un programme d'une 30aine d'heures sur le design d'expérience utilisateur. Vous vous sentez capable de le faire? Et moi, dans ma tête, je fais, non, carrément pas. Et puis, au téléphone, je fais, mais oui, oui, bien sûr. Alors, je raccroche, je fais, ah! Bon, voilà, je passe 4 semaines dessus, je produis le truc, je donne mon premier cours. J'ai fait mon 4e cours à la rentrée dernière. Et attends, l'histoire ne s'arrête pas là. Après, j'ai commencé à donner des cours à Rennes. Et donc, à Paris, je commence à intervenir dans des startups et il y a quelqu'un qui me dit « Mais tu donnes des cours sur le design de UX, toi ?» Je fais « Ouais. » Il dit « On a un accélérateur avec HEC 42 Polytechnique et on cherche des experts pour accompagner nos startups. Ça te dit de venir ?» Je fais « Mais carrément, alors j'y vais. » Puis j'aime bien. Et puis alors après, je deviens pote avec le responsable pédagogique. Et là, il fait « Mais justement, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à repenser la pédagogie du Startup Launchpad. Est-ce que tu veux nous aider et rejoindre l'équipe pédagogique et faire le programme ?» Et je fais « Mais carrément. » Voilà. Ça, c'est parce que j'ai pris 2 heures de ma vie pour écrire cet article. C'est dommage. Hein. Et imaginez ce qui se serait passé si je ne l'avais pas écrit. Je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je pense que ça aurait été dommage. Je vous ai même mis un tuto pour apprendre à le faire. C'est un truc que j'ai trouvé en ligne qui vous apprend à faire exactement ça. Collecter l'information que vous tombez, la catégoriser et la donner aux personnes qui en ont besoin.
Ce que je suis en train de vous dire, ça s'appelle du karma business. Qu'est-ce que c'est du karma business? Vous êtes riche. Vous êtes riche de plein de choses et vous ne le voyez pas. Bien sûr, il y a vos réflexions personnelles, mais il y a aussi votre réseau, il y a vos lectures, il y a toutes les opportunités qui viennent vers vous. Et tout ça, vous n'en avez pas forcément besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ne fermez pas l'onglet. Ne jetez pas la ressource. Offrez-la à quelqu'un. Quand quelqu'un vous dit « tu peux faire ce stage-là pour nous » et que vous êtes déjà pris, dites « non, mais je connais un pote, je vais vous mettre en relation avec lui ». Quand vous lisez un truc sur Internet et que vous trouvez ça intéressant, publiez-le. Voilà, juste donnez en fait. Donnez aux gens à qui ça pourrait servir. À chaque fois que vous faites ça, vous renforcez votre expertise. On a un truc génial et surnaturel qui a changé la face de la civilisation. Ça nous permet de rentrer en contact avec les gens qui sont morts. L'histoire du monde a changé consécutivement à ça. Et comme on peut rentrer en contact avec eux, on peut bénéficier de toute leur expérience et de toutes les choses inspirantes qu'ils ont fait dans leur vie pour apprendre plus vite les choses à faire et les choses à ne pas faire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les livres. On appelle ça l'écriture. Il y a des gens qui ont mis des dizaines d'années à écrire des bouquins, qui ont collecté parfois pendant des générations entières des faits, des données pour vous aider à faire des choses. Et ils ont écrit ça dans un bouquin que vous pouvez lire en 5 heures. Donc quand vous le lisez, en fait, vous apprenez à faire ça. Beaucoup plus vite qu'eux. Lisez des bouquins. Lisez plein de bouquins. Lisez des bouquins tout le temps. Si vous n'aimez pas lire des bouquins, et parfois c'est mon cas, prenez des audiobooks. Mais lisez. Bénéficiez du savoir formalisé que les gens vous transmettent. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Et surtout, et ça c'est contre-intuitif au possible, mais faites-le parce que c'est bien marrant. Enseignez. Trouvez des gens qui ne savent pas le faire et apprenez-leur à le faire. Parce que si vous devez comprendre un truc et l'expliquer à quelqu'un, vous êtes obligé de réfléchir et d'être capable de tellement bien le comprendre que vous pouvez l'expliquer à des gens qui ne le connaissent pas. Il n'y a pas mieux pour apprendre. Si vous voulez vraiment apprendre un truc vite, engagez-vous à l'enseigner à quelqu'un. Et ensuite, apprenez-le. Dernier conseil, allez toujours plus loin. Donc ne faites pas ce pourquoi on vous paye, faites plus. C'est pour ça que si vous allez à cette adresse, vous aurez un lien pour télécharger l'intégralité des slides de cette conférence. Et c'est pas tout, parce que je m'embêtais hier soir. Du coup, je vous mettrai l'adresse à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc vous arriverez sur ce site, là il y a les slides sur SlideShare et il y a 2 liens. Il y a un groupe Facebook dans lequel j'ai mis toutes les ressources que j'ai utilisées dans cette conférence, les vidéos, les bouquins, tout ce que j'ai trouvé en ligne. Et il y a même un deuxième truc, parce que je sais que vous n'allez pas le faire sinon, c'est la to-do list à mettre sur votre frigo. Donc tu cliques dessus. Alors ça c'est le groupe Facebook, il a été créé hier soir, soyez clément. Et ça c'est la to-do list du frigo. C'est une to-do list de 2 pages, tu prends ça, tu le fous sur ton frigo. Et quand tu t'ennuies, le soir, au lieu de regarder une énième rediffusion de je ne sais quoi sur W9, tu prends ta liste et tu te dis, tiens, si j'essayais de faire un des trucs qu'il y a dessus, et tu coches. Et si tu veux vraiment me faire kiffer, tu prends ta liste en photo et tu la postes sur le groupe Facebook une fois qu'elle est cochée ou tu me l'envoies par mail pour me dire que tu as bien bossé. Et là, je suis content. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ça quand même. Ayez des grandes visions, visez gros, commencez petit, mais putain, avant tout, commencez. Commencez. Sortez de votre tête. Faites-le. Faites-le. Aidez quelqu'un. Faites n'importe quoi gratuitement. Allez aider des assos. Trouvez un truc dans lequel vous avez envie de vous investir, dans lequel vous avez envie d'apprendre des choses et faites-le. Commencez maintenant. Tout ce que vous faites compte. Toutes les contributions que vous faites au monde sont des opportunités d'apprendre et d'utiliser ça dans votre vie professionnelle future. N'attendez pas qu'on vous le demande pour le faire. Je n'ai pas attendu qu'on me demande cette conférence. Je l'ai proposée. Et j'ai même fait un sacré travail de lobbying pour qu'elle soit placée. Si vous faites ça, je vous garantis à 100% qu'il va se passer un truc. Pas ce que vous attendez. Mieux. Pourquoi ? Aujourd'hui, comment ça se passe ? Tu vois une annonce en ligne et tu dis, bon, c'est une annonce où on cherche quelqu'un qui fait ça. C'est pour bosser dans une boîte qui fait ce genre de trucs, ça correspond plus ou moins à mon background. Comment je pourrais mitonner mon CV, ma lettre de motif pour essayer de passer, quoi, voilà, pour dire je suis vaguement motivé. Ça, c'est comme ça qu'on cherche mal un stage ou mal un boulot. Puis il y a une autre manière de chercher un boulot. Tu repères les gens pour qui tu aimerais bosser et tu dis bonjour. Vous êtes une boîte qui fait ça et ça me parle. Ça me parle parce que moi, je suis plutôt une personne comme ça qui adore faire ça. Et d'ailleurs, je l'ai testé sur des projets et les gens, ils sont plutôt très contents de ce que je délivre. Quand est-ce qu'on bosse ensemble ? Et là, tu ne demandes pas un travail. Tu proposes une collaboration. Ça change tout. Ça commence à changer le regard sur le recruteur aussi. Là, d'un seul coup, la personne, il ne faut pas la laisser filer. Comme je ne vais pas laisser filer le stagiaire spontané, là. Des gens qui sont motivés, volontaires et qui se lèvent et qui disent « j'ai envie de le faire », on les écoute.
Parce que ce n'est pas des gens qui disent « j'ai appris il y a 5 jours, je devais faire un stage, aidez-moi à en trouver un ». Non, ça on ne veut pas les prendre ceux-là. Non, on veut prendre des gens qui savent pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent faire. Par contre, vous seriez surpris de l'accueil. Levez-vous. Levez-vous et proposez de le faire. Je peux vous assurer que ça fera une différence énorme par rapport peut-être à 99% des gens qui postulent aujourd'hui. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire. Demandez-vous par quelle étape vous allez commencer et qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans votre calendrier comme date de livraison pour la semaine prochaine. Je suis gentil, je ne le fais pas faire maintenant. La finalité de tout ça, on l'aura compris, en fait, c'est pas vivre de votre travail, c'est vivre votre travail. Parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous continuez à être vous-même, même quand vous êtes au travail. Vivre signifie être capable d'exprimer son individualité unique, aiguiser ses forces sans leurs limites, tout en faisant pleinement partie de l'environnement humain et en y contribuant. Je vous ai menti. En fait, la vie, c'est bien un escalier. C'est juste qu'il n'est pas encore dessiné, il n'est pas encore construit. C'est vous qui allez le construire. Chaque marche, c'est tous les challenges et tous les défis que vous allez entreprendre. Et de temps en temps, vous allez vous arrêter sur une marche pour vous poser, vous allez vous retourner, vous allez voir d'autres personnes qui veulent monter, vous allez leur tendre la main et vous allez les aider à monter avec vous. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si c'est un escalier qui n'existe pas, c'est quoi sa destination? C'est quoi son objectif? Et en fait, vous n'allez pas essayer d'être meilleur que les autres. Vous n'allez pas essayer d'être meilleur que ceux qui vous ont précédé. Vous allez simplement essayer chaque jour de devenir une meilleure version de vous-même. Je vous remercie beaucoup.